D'accord, mais De Gaulle, Pétain, on peut éventuellement, je dis bien éventuellement, les opposer, mais on pourrait, au vu de la description que vous nous faites hein, de la puissance oligarchique, Mhm. que ce ne sont que des marionnettes dans cette affaire. Donc moi, la question, encore une fois, c'est est-ce que ces deux hommes, entre De Gaulle et Pétain, avaient, dans une certaine mesure, un libre arbitre? Est-ce que ces oligarques auraient préféré avoir l'un plus que l'autre, sachant que De Gaulle était encore une fois en Angleterre, le siège des banquiers anglo-saxons, c'est eux qui définissent le monde, encore Mhm. une fois, à partir de là. Donc j'aimerais saisir, qu'est-ce qu'auraient souhaité peut-être, d'après vous et de vos recherches, les oligarques à ce moment-là, qui a eu lieu ou qui n'a pas eu lieu. Alors déjà, Hmm. Marshal Pétain, il ne faut jamais oublier qu'il a eu les pleins pouvoirs en 40 avec une assemblée issue des élections du Front populaire. Donc déjà, c'est intéressant de noter que ce sont des gens de gauche qui ont donné les pleins pouvoirs au Marshal Pétain, on oublie toujours de le dire. Euh, Vous avez eu au sein de ces milieux oligarques des courants, je rappelle que le fondateur du Monde, le journal Le Monde, son nom m'échappe, décidément, euh, travaillait au sein de ce groupe d'Uriage. Uriage qui a été créé en 41-42 et qui avait pour objectif de soutenir et de former une nouvelle jeunesse, Maréchal nous voilà, et c'est quand même très curieux de voir, et c'est ça qui est très difficile à cerner, de voir ce mouvement, ces différents mouvements et ces connivences et ces entrelacs. En gros, ne pouvait rester au pouvoir en fin de course que celui qui allait respecter un courant philosophique conforme aux oligarchies anglo-saxonnes. Donc, vous voulez dire que De Gaulle était... Le poulain qui convenait. et pourtant, c'est celui qui... Enfin... En 1945 ou 46, de Gaulle, je crois que c'est Mhm. 45, j'ai plus la date exacte en tête, De Gaulle est allé aux États-Unis, il a dit, il y a une vidéo là-dessus, qu'il reconnaissait les États-Unis comme, il n'a pas dit les maîtres du monde, c'est pas ça l'expression qu'il utilisait, mais comme l'élément moteur du monde occidental. Donc il reconnaissait l'allégeance, enfin c'était l'allégeance du vassal à l'égard du suzerain. Et Il le pourtant, savait. De Gaulle a fait rapatrier tous les lingots d'or que la France avait expatriés à ce moment-là aux États-Unis. Et Il a puis, même flanqué l'OTAN à la porte en 66. et de surcroît, il a voulu l'indépendance par rapport au nucléaire. Oui, il a même dit, en parlant d'Israël en 67, peuple d'élite sûr de lui dominateur. Mhm. Bah, mai 68 a réglé le problème. Donc pour vous, mai 68, là encore une fois, utilisation, on crée un chaos pour changer la marionnette qui avait fait allégeance et qui, à un moment donné, dit Disons stop. qu'ils ont la liberté que la laisse leur accorde. Alors, la laisse est plus ou moins longue en fonction de l'intelligence de la personnalité. Ah, Alors évidemment, avec un De Gaulle d'une vive intelligence de personnalité, la laisse était plus longue, il avait quand même, il était moins déboulonnable qu'un autre homme politique modèle courant. Mais je pense que sa formule de 67, il a payé très cher. et donc le fait qu'il ait quitté la France au moment de mai 68, est-ce que Pour juste, Baden-Baden. ouais, est-ce que justement à partir de là, d'après vous, hein, De Gaulle savait de quoi il était l'outil et du pourquoi de cette révolte étudiantine, ou alors, Il a dit qu'il n'avait pas vu la chose venir. Il l'a dit, il a reconnu. D'après les archives qui ont été révélées. mais d'un autre côté, on pourrait se dire, mais mai 68, c'est formidable, c'est la libération de tous les carcans, de tout ce qui nous enfermait. Enfin, on quitte justement un peu ce monde judéo-chrétien qui voulait rester sur ses acquis, ne pas s'ouvrir, ne pas s'éveiller à d'autres possibilités. Et c'est pas uniquement vis-à-vis de la sexualité, c'est vis-à-vis de la femme, la place de la femme, tout ça. Bref, c'est... Ah, mais par certains aspects, mai 68, ça fait du bien dans ce sens que, pour moi, c'est la bourgeoisie avec les apparences bien, irréprochables, catholiques, mais par derrière vide. Pour moi, le meilleur exemple, c'est le livre de Bazin, Folcoche, qui représente cette bourgeoisie avec des principes très stricts, la famille, etc., catholique, mais par derrière, il n'y a rien, c'est creux, c'est superficiel, c'est le matérialisme, les apparences. Et j'avoue que ça donne envie de dézinguer ces gens-là. Parce que c'est une bourgeoisie, quand je dis bourgeoisie, je parle un peu de toutes les classes de la société, où finalement,
il n'y avait plus rien de profond et de véritablement nourri, c'était uniquement, comme dit une chanson de Jacques Brel, de ces gens qui veulent avoir l'air mais qui n'ont pas l'air du tout. Eh bien, ça fait du bien de dézinguer ces gens-là qui sont insupportables. Mais le problème, c'est que moi, je veux bien qu'on détruise le monde ancien pour en mettre un nouveau, mais il faut que le monde nouveau s'épanouisse. Quand je vois la situation actuelle, je vois la drogue, l'alcool qui coule à flot, les suicides, je me dis que, et une jeunesse complètement désorientée, je me dis que peut-être la solution de rechange n'est pas aussi bonne que ça. D'accord, sauf qu'il y a peut-être aussi d'autres facteurs que mai 68. Peut-être que mai 68 a instauré de nouvelles bases. Et de prime abord, moi qui suis issu des années 70, Oui. j'avais encore une vision avec mes parents et l'enseignement qui a été donné à ma génération. J'avais ces fameux repères dont vous parlez. Donc, Vous êtes un vieux, vous. je sais pas si on peut dire que je suis un vieux. Mais je ne sais pas dans quelle mesure donc la société de consommation, parce que ces oligarques qui veulent de l'argent et qui veulent des moutons, eh bien la société de consommation est vraiment l'outil adéquat dans ce monde d'images pour conditionner, amener là où on veut. Donc ce n'est pas uniquement tant peut-être mai 68 qui a brisé des barrières et a fracassé cette bourgeoisie, parce que quand on y réfléchit bien, cette oligarchie vivait aussi avec cet esprit de l'époque. Et mai 68 les a aussi touchés dans l'esprit. Ah, l'oligarchie a toujours vécu un peu à part. Ah bon? Quand je parle de la super élite, Ouais, d'accord. ils sont à part. Hein. Il n'empêche qu'ils ont sûrement des problèmes de riches, mais enfin bon, ils sont à part. Ils sont à part. Mais enfin, vous savez, peut-être il faudrait revenir un peu tout de suite après la Seconde Guerre mondiale aux éléments qui ont permis j'allais dire, de relancer l'idéal européen dans un cadre mondialiste. Et je pense par exemple, éléments qui vont ensuite expliquer la situation actuelle, je pense à 3 événements, 3 dates, 1946, 47 et 48. 1946, c'est le fameux discours de Winston Churchill en septembre 46 à Zurich, où il parle de mettre en place une forme d'États-Unis d'Europe. 1947, j'avoue qu'en 2007, j'ai eu une pensée au mois d'août 2007, parce que c'était le 60e anniversaire de la déclaration de Montreux. Qui connaît la déclaration de Montreux? En Suisse, personne. Et pourtant, pour comprendre notre monde actuel de 2010, il faut connaître Montreux, puisqu'en août 1947, vous avez eu des grands dirigeants européens, Koudenov évidemment, enfin pour la pan-Europe, mais comment il s'appelle, Broekmans, Spaak côté belge, et puis côté américain, toute une palanquée d'Américains, qui ont mis en place 2 instituts. Le premier qui est le mouvement fédéraliste mondial, qui en fait s'appelait avec un autre nom, il a changé de nom, mais je garde ce même nom pour éviter les confusions, et un autre institut qui est l'UEF qui est l'Union des fédéralistes européens, c'est ici en anglais. Et ces 2 instituts, quand on lit les projets de 1947, en fait annonce notre monde actuel. Le mouvement fédéraliste mondial, qui a eu d'ailleurs comme président un certain Peter Ustinov, l'acteur Covadis, etc. Déjà en 1947. Ah, il n'était pas président en 1947. Non, mais je veux dire, le projet qui a été donc décrit en 1947, annonçait un État mondial. Ah oui, tel que nous le vivons au jour d'aujourd'hui. Ah oui, pour ceux qui veulent trouver l'information sur Internet, ils ont un site, et je vais donner une adresse Internet, qui est le site officiel des archives européennes. Donc je ne peux pas faire plus officiel, c'est www.ena, ENA, c'est pas ENA, mais c'est European Navigator.lu pour Luxembourg, www.ena.lu, c'est le site officiel des archives européennes. Et vous aurez, en tapant déclaration de Montreux, le texte en français, qui dit en gros qu'il faut un État mondial avec une fédération mondiale avec des unions continentales et avec une armée mondiale, un impôt mondial, etc. Tout est annoncé dans ces déclarations de Montreux au sein de ce mouvement fédéraliste, qui d'ailleurs est à l'origine actuellement de l'élaboration, il n'est pas le seul, hein, mais de la création de l'APNU, l'Assemblée parlementaire des Nations Unies, puisque le premier document qui lance le projet, c'est en 1992, c'est dans le cadre du mouvement fédéraliste mondial. Et le deuxième institut, qui est l'UEF, qui est le sigle en anglais pour l'Union des fédéralistes européens, qui lui est une branche de l'Institut du mouvement fédéraliste mondial, mais pour l'Europe uniquement, et qui est actuellement dirigé par un Anglais, un député anglais au Parlement européen, qui s'appelle Andrew Duff. Et Andrew Duff,
C'est lui qui a joué un rôle capital en liaison avec la Fondation Bertelsmann pour la relance du projet Giscard, après le nom français hollandais 2005, qui va permettre la mise en place du traité de Lisbonne. Donc en fait, ce traité de Lisbonne qui a vu le jour, enfin qui a été adopté en décembre-novembre 2009, il est dû à l'action d'un institut, l'UF, créé en 1947. Donc vous voyez les années qui séparent, et en fait on se rend compte de l'action de certains instituts en faveur du mondialisme. Ça prend du temps, mais peu à peu ils y arrivent. Oui, et puis comme le dit Nicolas Sarkozy, personne, je dis bien personne, ne pourra empêcher l'avènement du nouvel ordre mondial. Humainement, oui. C'est incroyable. Alors donc, sans aller jusqu'à notre époque pour l'instant, en tout cas, le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale... Il y avait aussi 1948, mais j'en parlerai après. Ah ben, on peut y aller de toute façon. 1948, c'est le mois de mai 1948, c'est le fameux congrès de La Haye, présidé par Winston Churchill, qui vraiment est l'acte fondateur de la construction européenne. Et d'ailleurs, parmi les personnes, les 800 personnes, il y avait un certain François Mitterrand. Et ce congrès de La Haye de 1948 est très important parce qu'en fait, le véritable organisateur, c'est pas Winston Churchill, c'est son secrétaire. Le secrétaire s'appelait Joseph Ratzinger. Et ce Joseph Ratzinger était affilié au CFR, à Chatham House et compagnie. Et d'ailleurs, je citais tout à l'heure le site ena.lu, vous tapez Joseph Ratzinger, vous aurez la photo de la pièce d'archives signée la main de Joseph Ratzinger pour le fameux congrès de La Haye de 1948. Et pourquoi je parle de Joseph Ratzinger? Parce qu'il faut montrer que cette construction mondialiste, c'est génération après génération, il y a toujours des hommes qui passent le flambeau. Joseph Ratzinger est à l'origine de la création du Bilderberg en 1954. Donc vous voyez, Joseph Ratzinger pour Congrès de La Haye, et 6 ans plus tard, 54, en lisant entre autres avec David Rockefeller, création du Bilderberg. Donc vous voyez, c'est comme ces gens-là sont à l'origine de la création d'instituts qui jouent un rôle absolument immense à notre époque. J'aimerais qu'on en revienne donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Création de l'ONU, notamment, plein d'organismes qui fédèrent l'Europe et puis les alliances, notamment transatlantiques, avec une vision déjà du monde qui est commun à ces différentes alliances. À partir de là, il y a encore une fois une sorte d'union transatlantique avec l'Europe qui a vraiment une même vision du monde, mais comme vous le mentionnez tout à l'heure, avec le Moyen-Orient, il y a un problème. Il y a un problème énorme puisque les ressources énergétiques, fossiles, pétrolières se trouvent là-bas. On a parlé tout à l'heure de l'État d'Israël, on a parlé un petit peu de l'Iran, on l'a survolé rapidement, et j'aimerais, si possible, qu'on puisse aborder la manière dont Charles de Gaulle a fait un pied de nez aux États-Unis, de prime abord, en voulant créer l'Eurodif. À savoir avoir l'indépendance de l'uranium en France et en Europe, et finalement pour les États-Unis, en apparence, un pays avec ses frontières, dire mais c'est pas possible, un pays musulman ne peut pas avoir l'énergie nucléaire et ne peut pas avoir bien entendu la bombe. Encore moins. Donc j'aimerais qu'on approfondisse ce côté-là parce que ça va nous expliquer aussi de ce que l'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé quand justement De Gaulle a signé avec l'Iran? Qu'est-ce qui s'est passé en Iran? Je ne suis pas spécialiste de cette affaire-là, ouais. Donc je ne pourrais pas en parler. D'accord. Je connais, effectivement, en fait, De Gaulle avait une politique arabe qui avait pour mission d'avoir donc une voix particulière, mais voix particulière, vous savez, à partir du moment où on est issu d'un système qui n'est pas capable de perpétuer la pensée d'un homme politique, De Gaulle en particulier. De Gaulle, il pouvait avoir une politique bien particulière, mais à partir du moment où il quittait le pouvoir, je pense que l'oligarchie, d'ailleurs, elle a réussi, allait mettre à la place un homme qui allait défaire. Donc, en fait, De Gaulle, il n'a pas compris que l'instauration du système politique qu'il avait mis en place en 1944, puis à nouveau en 1958, allait défaire son travail. En fait, De Gaulle, certes, voulait une politique arabe, et je pense en particulier avec l'Irak, qui va être ensuite perpétué par des Jacques Chirac, enfin Pompidou et Jacques Chirac, et Mitterrand. Mais en fait, il n'y avait pas d'avenir possible avec une politique arabe parce que De Gaulle n'avait pas compris qu'il fallait assurer d'abord une stabilité politique en France, faire en sorte que les oligarchies ne puissent pas imposer après son départ un homme de connivence avec le monde anglo-saxon. Avec Pompidou, c'était râpé. Donc la politique arabe, oui, elle n'avait qu'un temps. D'accord, donc il a voulu faire trop vite peut-être. En tout cas avec cette alliance avec l'Iran.
Et puis l'Irak aussi, bien entendu. À partir du moment où je vais vous dire une chose, m'obliger à dire certaines choses. Voyez-vous, ce qui a fait la force de la France, c'est que, quand je dis l'histoire de la France, c'est au Xe siècle, c'est que le roi de France ne dépendait pas des oligarchies. Le pouvoir politique, le roi de France était roi de par son père, etc. Il y avait une lignée, les lois de primogéniture, comme on dit. Philippe le Bel, avec les Templiers, a vu un État dans l'État. C'est les oligarques de l'époque. Et lorsqu'en 1307 il leur a cassé la figure, c'était pour empêcher que ces oligarques ne prennent le pouvoir. Ce qui a toujours fait la force de la France, c'est qu'en fait l'autorité politique était indépendante du pouvoir financier. Depuis 1789, c'est terminé. Donc, et d'ailleurs, comme il s'appelle, Napoléon Ier le disait lui-même. Il parlait de ces villes commerçants, il parlait entre autres des Anglais. À partir du moment où la France a des dirigeants qui dépendent de courants financiers, c'est terminé, il n'y a plus d'indépendance. Voilà. Et c'est le cas de la France depuis 1789. Donc il n'y a plus vraiment de politique solide. Je vous le dis. Merci, c'est bien aimable. Suite à ça, on pourrait peut-être penser que avec les années 70, il y a un tournant qui est fait, hein, puisque vous parliez de Pompidou qui est là et l'homme de main, à proprement parler, des oligarques. Et Pompidou avec Giscard, là, donc, donne... Alors c'est ça, on voit petit à petit grappiller, petit à petit, le pouvoir étatique qui disparaît au profit du pouvoir oligarchique. Et là, en 1973, donc, Pompidou avec Giscard remettent la possibilité à la France de créer sa propre monnaie aux mains des banques privées. Chose incompréhensible. Je ne sais pas s'il y a eu un écho, parce que c'est quand même une bombe à cette époque, 1973. Ouais. Est-ce que ça fait bruit quand même à ce moment-là? Non, et la chose a été entérinée par le traité de Lisbonne. J'ai plus les articles en tête. Alors déjà, ça existait au sein du traité de Maastricht de 92, mais en fait, c'est un principe où finalement, on ne peut plus créer la monnaie, puis c'est terminé. Intéressez-vous à la politique de Philippe le Bel. Voyez-vous, il ne faut pas croire que parce qu'un événement a eu lieu il y a des siècles, il est dépassé. Il est toujours moderne. Certes, il n'y a plus l'aspect technique. Ouais, la forme change, voilà, mais le fond est le même. C'était une oligarchie qui était sur le point de prendre le pouvoir, et Philippe le Bel, qui ne dépendait pas. Le pouvoir de Philippe le Bel ne dépendait pas d'une source financière, il était libre d'agir. Et donc il a pu leur casser la gueule, et en une journée, avec les moyens de l'époque, il a pu donner l'ordre d'arrêter le même jour tous les représentants et les Templiers partout sur le territoire national, enfin le royaume à l'époque. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, les hommes qui sont au pouvoir en France depuis des générations sont tributaires de courants financiers, ça fait qu'on n'est plus libre, c'est terminé. Donc... j'allais dire, tant qu'on ne sera pas défait de cette dépendance, le reste c'est du baratin. Pour vous, les Templiers ont été financés par... Les Templiers, c'est un État dans l'État, oui, qui n'a pas pu voir le jour. En revanche, vous avez un autre groupe qui ne s'appelait pas les Templiers, mais qui lui a réussi, ce sont les Teutoniques. Avec tous les malheurs qui ont suivi après. Les Teutoniques ont permis la création de la Prusse. D'ailleurs, c'est Mirabeau qui disait que c'est pas la Prusse que la Prusse était une armée qui occupait un pays, une formule de ce style-là. Les Teutoniques, c'est un ordre templier, mais qui s'appelait avec un autre nom, Teutonique. Ils ont fait fortune et ils ont imposé leur vue et leurs lois. C'est ça. Chose qui ne s'est pas passée en France. Et ça, personne n'y pense. Les Templiers, ce sont les Teutoniques de l'époque, côté français, qui ont été éradiqués par le pouvoir politique. Côté prussien, bah non, c'est pas ça qui a marché. C'est un pouvoir qui a réussi un pouvoir financier qui a réussi à imposer sa marque. Mais encore faut-il peut-être définir par rapport aux Templiers, parce que d'où venait leur argent? On n'a jamais su d'où venait leur argent. Et d'échanges commerciaux avec le Proche-Orient. Au début, la chose en elle-même, c'était défendre la cause du Christ, etc., etc. Mais vous savez. Comment dire, les grands élans théologiques et la foi, ça s'est peu à peu émoussé face à la réalité commerciale, la douceur de vivre, etc. Et peu à peu, les choses ont muté. C'est très intéressant de s'intéresser à cette époque parce que on a dans un cas le pouvoir politique qui a le dernier mot, parce que là, Philippe le Bel, il a vu le vent du boulet. Et de l'autre côté, les Templiers, mais version germanique, les Teutoniques, qui eux ont gagné avec la création de la Prusse et toutes les conséquences énormes qui ont conditionné l'avenir de l'Europe et du monde.
Alors qu'est-ce qui s'est passé finalement avec Pompidou au pouvoir? Parce que là, on pourrait penser que les oligarques avaient le champ libre de faire tout ce qu'ils voulaient, et puis d'accélérer le processus, peut-être, eh bien, de créer ce mondialisme. Bah, ils ont avancé, vous savez, c'est la méthode fabienne des petits pas. On ne peut pas passer de but en blanc à un État mondial. Il faut des étapes. Et bah, ils ont avancé, je pense à Giscard d'Estaing avec 1979, l'élection des députés européens au suffrage universel. Bon, bah, ça fait 40 ans maintenant à peu près. C'est ça qui est merveilleux, entre guillemets, c'est qu'ils avancent d'une manière méthodique, Fabius Cunctator, le temporisateur, mais chaque fois, il y a un pas en avant, il n'y a jamais un pas en arrière. Chacun porte sa pierre à l'édifice. Et celui qui a clos le débat, c'est Sarkozy, lorsqu'il a fait passer par la voie parlementaire l'adoption du traité de Lisbonne. Il a clos le travail en sachant qu'il y a encore des réglages à faire, mais en gros, la chose est acquise, puisque je rappelle que le traité de Lisbonne apporte deux choses, la primauté du droit européen sur le droit national, qui existait déjà, mais maintenant qui est verrouillé, et surtout la personnalité juridique, qui fait que l'Union européenne peut signer des traités reconnus internationalement, et puis surtout prétendre un siège permanent au Conseil de sécurité à la place de la France et de l'Angleterre. Voilà. Et d'ailleurs, je rappelle que vous avez eu en 2003 un rapport qui a été rédigé par un député allemand au Parlement européen qui s'appelle Armin Laschet, qui disait en 2003, un rapport adopté en janvier 2004 par le Parlement européen, qui dit qu'à partir du moment où il y aura une constitution européenne, eh bien l'Union européenne pourra avoir son siège permanent au Conseil de sécurité. Donc la chose va arriver dans les années qui viennent. Voilà. Giscard, dans tout ça, on pourrait se dire, bon, il a été président de la République, de surcroît après Pompidou. Et ministre des Finances des années 60. En plus. Donc sous De Gaulle, on a envie de dire à De Gaulle. Mais alors, d'où vient Giscard? Et pourquoi, enfin, quelle sorte d'accointance a-t-il pu avoir avec De Gaulle? Ok, Pompidou. D'où vient-il, Giscard, pour avoir à ce point-là traversé les différents règne, j'allais dire, des présidents qui ont eu l'occasion de passer? Il est né à Coblence dans les années 20. Il appartient à l'aristocratie, mais vous savez, l'aristocratie, on achète les titres, donc ça ne vaut rien. Et bon, brillantes études, mais c'est un oligarque qui a gravi les échelons. Et je rappelle quand même que lorsqu'il était ministre des Finances au temps de Gaulle en 1966, lors du 10e congrès pan-européen, il faudrait évoquer un peu la pan-Europe qui est un moteur énorme de la construction européenne et du mondialisme. Lors du 10e congrès pan-européen de 66, il tient un discours où il dit qu'il faut mettre en place une monnaie unique pour l'Europe. Donc le futur euro, à une époque où c'était absolument impensable. Donc on voit qu'un type pareil, ministre des Finances du général de Gaulle, était capable de tenir de tels propos. De Gaulle n'a pas réagi à cela. J'avoue que on se pose des questions. D'accord. Est-ce que Giscard d'Estaing fait partie de certains think tanks? À ma connaissance, non, mais il en a l'esprit. Vous savez, ce qui compte, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le numéro de matricule, c'est la tournée d'esprit opportunément. C'est le meilleur des numéros. D'accord. La Pan-Europe, expliquez-nous alors justement. Quelle est l'importance de la Pan-Europe, déjà en 1948, apparemment avec la fameuse... Congrès La Haye de 48 ? Oui. Où il y avait Koudenov qui soutenait Churchill. Alors, très rapidement, la Pan-Europe est né en 1922. D'abord, l'homme, Richard Koudenov-Kalergi, appartenait à la haute aristocratie austro-hongroise. Et d'abord, c'est un fait qui est très curieux, enfin unique pour son époque. C'était un métis. Il était moitié autrichien par son père et japonais par sa mère. Son père était diplomate à Tokyo, il a rencontré une japonaise et crac crac, boum, hop, petit Richard il est né. Donc c'est un métis, et donc déjà, de par ses origines, il a une vision déjà planétaire, très intéressant à une époque où on bougeait plus difficilement. Il fait de brillantes études à Vienne, docteur en philosophie en 1917, il crée en 1922 la Pan-Europe. But officiel, éviter la boucherie de 14-18, chose en elle-même tout à fait honorable. Mais évidemment, ça c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que l'objectif c'est de créer une Europe unie, s'intégrant à un État mondial. Et il y a un rapport écrit de la main de Richard Koudenov-Kalergi de 1925, un rapport pour la SDN, où il dit qu'il faut créer des unions politiques européennes, nord-américaines, etc. L'ensemble de ces unions s'intégrant dans un État mondial. Alors il ne dit pas État mondial, il dit une fédération de fédérations. Voilà le terme exact qu'il utilise. Bon, et voilà. Ça peut paraître intéressant de prime abord comme ça. Ah oui, mais avec destruction des États.
parce que une fédération, c'est la délégation de l'autorité supérieure, de l'autorité nationale à une autorité supérieure, donc fatalement destruction des États. Et il était financé, la Pan-Europe a été financée par les Warburg. Donc Max Warburg et tous les liens que Max Warburg avait avec l'oligarchie anglo-saxonne. Et c'est lors du premier congrès pan-européen de 1926 qu'il a été décidé de choisir un hymne pour l'Europe, qui est l'Ode à la joie de Beethoven, qui a été repris après 1945. Et le président d'honneur de la Pan-Europe en 1926, c'était le président du Conseil français, Aristide Briand. Ce qui explique d'ailleurs le fameux discours d'Aristide Briand en 1929 à la tribune de la SDN, appelant à un lien fédéral pour l'Europe. Il était tout simplement affilié à la Pan-Europe. Et le nazisme est l'intermède, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vous allez avoir l'instauration du prix Charlemagne. Le prix Charlemagne, qui est la plus haute distinction accordée aux personnes œuvrant à la construction européenne. Et le premier à l'avoir reçu en 1950, c'est Richard de Coudenhove-Kalergi. Et je cite toujours son discours de 1950, qui est absolument extraordinaire de modernité, où il dit qu'il faut créer une Europe unie, de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie, avec une constitution fédérale. Et il dit à un moment donné, mais les Anglais n'ont jamais accepté une Europe unie, que ce soit avec Hitler ou Napoléon. Et il ajoute cette chose, on peut unifier cette Europe parce qu'elle se fait en gros en accord avec les anglo-saxons. Et il ajoute ceci, il faut créer une union atlantique, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique, il faut mettre en place une fédération à trois. En 1950. 1950. Et en fait, tout le programme est là. Tout le programme est là. Et je rappelle que nous avons eu, il y a quelques semaines de ça, la nomination du ministre des Affaires étrangères anglais pour l'Europe, enfin, haut représentant, mais enfin, c'est pareil eux-mêmes, une Anglaise, Catherine Ashton. Qui t'arrive de nulle part. Voilà, baronne de surcroît. Eh bien, cette baronne anglaise est l'application directe des directives, si je puis dire, du discours de Coudenhove de 1950, parce qu'elle va être vraiment le pont entre l'Europe et l'Amérique. Elle ne va pas avoir une politique anti-américaine, ou bien je ne comprends plus rien. Donc ce discours de 1950 est extraordinaire, et ce prix Charlemagne, il faut voir à qui il a été attribué. Je rappelle, ce prix est attribué aux personnes œuvrant à la construction européenne. Donc Jean Monnet l'a reçu, normal, Schuman aussi, Giscard l'a reçu, Angela Merkel, etc. Mais en 1987, l'a reçu Henry Kissinger. En 2000, l'a reçu le président Clinton. Donc en fait, ce prix Charlemagne, il est attribué aux personnes œuvrant à la création de ce fameux bloc euro-atlantique. Et pour la petite histoire, je citais tout à l'heure le fameux rapport de ce député allemand Armin Laschet pour permettre à l'Union européenne d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité. Armin Laschet est membre du comité directeur du prix Charlemagne. Et c'est ce même Armin Laschet qui est membre d'un institut œuvrant à la création de l'APNU, l'Assemblée parlementaire des Nations Unies, l'Assemblée parlementaire mondiale. Donc vous voyez comme c'est un monde très restreint et on les retrouve toujours. Voilà. Alors on pourrait se dire, mais bon, et pourquoi nous sommes-nous pas informés de tout cela? On pourrait se poser la question. En tout cas, pour tous ceux et celles qui peut-être vous découvrent. Je dis, mais oui, mais ok, mais c'est incroyable. 1950 qui prédéfinit l'Europe telle que nous le vivons, avec cette alliance avec les États-Unis, l'Angleterre qui peut faire le pont, mais tout est décidé depuis si longtemps. Et puis en même temps, nous sommes en train de perdre nos droits d'une certaine manière, en train de remettre notre pouvoir à des financiers. Ça, c'est vrai. Pourquoi n'en parle-t-on pas? Et pourquoi, je pourrais très bien dire cette question et je vous la pose, pourquoi n'êtes-vous pas invité sur des plateaux de télévision? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une presse libre? Vivons-nous encore en démocratie? J'aime la manière innocente dont vous présentez la chose. Ben non. Il n'y a plus de liberté. Il n'y a plus la liberté d'opinion. Écoutez, quand on voit les informations du journal de 20 heures, on vous parle du froid, il y a la neige, ça bloque la circulation, il y a des gens qui meurent, c'est triste, mais les hivers rigoureux, c'est souvent ça. On vous parle de sujets inintéressants, de sujets d'une personne qui a mal réglé son chauffage, elle est morte durant son sommeil, c'est triste, mais au niveau d'un pays, on s'en fout. Ce qui compte, ce sont les grands intérêts politiques, économiques, financiers, et ça, on n'en parle pas, parce qu'on infantilise les gens, et la presse, elle est tenue par, je pense à Libération, hein, tenue par un Rothschild. C'est très amusant de voir un journal aussi
enfin qui se voulaient à ce point rebelles au système, pas plus rebelles que dans... Vous savez, ces gens-là sont des pseudo-rebelles. Enfin, en tout cas, je pense à... comment il s'appelle, l'ancien patron de Libé, qui a quitté... ils se ressemblent tellement qu'on les confond. Enfin bref, peu importe. Quand on voit ce journal pseudo-rebelle soutenu par la quintessence du capitalisme, un Rothschild, ça hurlait de rire, ça montre que le système, c'est la voie unique de son maître. Vous savez, le système soviétique, c'est un système dictatorial, mais grossier. Grossier. Apparemment, dans notre monde actuel, en Europe et en Amérique du Nord, on vit apparemment avec un pays, dans des pays de liberté d'opinion. Mais en fait, c'est plus habile, c'est plus subtil. Mais sur le fond, que vous regardiez BFM, France 24, TF1, France 2, c'est la même information à quelques détails près. Donc en fait, on pourrait avoir une chaîne unique. Là, on multiplie les chaînes, donc on multiplie les salaires, mais en dehors de ça... C'est une pauvreté. Heureusement qu'il y a Internet qui permet encore de voir certaines informations sur des sites officiels, mais qui ne seront jamais relatées dans la presse, dans les médias. Pour l'instant, encore un moyen d'expression, de moment. liberté, mais... Pour combien de temps? The question. Ouais. Là, de ce dont on parle, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, je ne sais pas si, en dehors des conférences que vous faites, des passages... à cette radio ou à d'autres, dans quelle mesure les Français sont réellement dupes? Je parle des Français, hein, parce que vous vivez votre vie au quotidien, vous entendez les gens parler aussi, et on aurait quand même le sentiment que les Français ne sont pas dupes. Alors après, on peut manipuler éventuellement les statistiques comme on veut, hein, mais c'est comme si quelque part, il y avait un... Ouais, ok, je sais qu'on me prend pour un con, mais je suis pas dupe, je sais plus ou moins qu'il se trame quelque chose, que ça sent pas bon. Est-ce que c'est un sentiment qui est le vôtre ou alors vous pensez réellement que on est totalement lobotomisé et qu'on avance à la baguette? Disons qu'il y a une partie lobotomisée, oui c'est sûr. Il y a quand même aussi des Français qui, peu importe leur origine sociale, niveau d'études, sentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais comme je le dis toujours, tant que le frigidaire est rempli, ils ne bougeront pas. Voilà. D'accord, donc tout est une question de frigidaire. Ouais. Voilà. Simplement. Vous savez, l'être humain, c'est malheureusement très souvent qu'un simple estomac prolongé par un sexe. C'est-à-dire que tant qu'on ne touche pas à ses fonctions vitales, c'est bon. Même s'il se dit parfois, ouais, il y a un truc qui cloche, mais enfin bon, il y a quoi? Il y a de la bière ce soir, c'est bon. Il y a les cacahuètes, c'est bon. Les beefsteaks, c'est bon. Les pâtes, c'est bon. Mon compte en banque est toujours, ouais, c'est bon. Tant qu'il y a ça. D'accord, d'un autre côté, on pourrait se dire il faudrait peut-être une impulsion, peut-être que oui, la fameuse... Alors, on va peut-être y venir. En tout cas, guerre ou une révolution, une crise. Et la crise financière qui n'est pas terminée, loin de là, va aider à ça. Donc, en gros, pour que les gens bougent, il faut le chaos. C'est triste à dire, mais il faut malheureusement des événements majeurs pour que les gens soient effrayés. Mais quand je dis effrayés, au point d'en uriner de peur dans leur froc. Voilà, il n'y a que ça. C'est triste à dire, il faut la schlag. Et tant qu'il n'y a pas la schlag, les gens ne bougent pas. On va y venir. Je vous rappelle que nous accueillons ce soir Pierre Hilard. Je vous rappelle différents ouvrages écrits par Pierre, notamment Minorité et régionalisme dans l'Europe fédérale des régions, la décomposition des nations européennes, la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, la Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale. Bref, autant d'ouvrages qui relatent, selon Pierre Hilard nous parle ce soir. Il est aussi, en dehors de ses différents ouvrages, en tant qu'auteur, docteur en sciences politiques et professeur de relations internationales. Ça va bien, Pierre? Je tiens le coup. Bon, ça a l'air. Nous accueillons Patrick. Patrick, bonsoir. 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 Donc, je voulais poser une question à votre... Moi aussi, je suis fatigué. Donc, à la personne qui parle, même M. Pierre Hilard, qu'en fait, il y a une phrase qui m'a un petit peu interloqué, qu'il a dit que l'être humain ne pouvait rien faire quelque part. Donc, ça sous-entendrait que quelque chose pourrait faire quelque chose, mais pas l'être humain. Alors, donc, est-ce que tout ce processus, est-ce qu'il ne serait pas voulu quelque part, ferait partie d'une sorte de plan destiné justement à mener notre monde, quoi. Ces gens-là poussant, en fait, étant justement une des parties de la mâchoire qui permettrait peut-être de pousser les gens à provoquer une crise pour réveiller les consciences. Alors, disons que je pense qu'il n'y a qu'une petite catégorie capable de personnes capables de vraiment agir. Comme je l'ai dit, malheureusement,
ceux qui agissent, ce sont toujours les minorités. Durant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les résistants, c'était pas 40 millions de Français, c'était une poignée qui résistait, comme il y avait une poignée qui collaborait. Et vous avez eu même un humoriste qui a dit qu'en 1940, il y avait 40 millions de pétainistes, et en 1944, 40 millions de gaullistes, et il ajoutait, perfide, la population française a dû doubler. Voilà, donc vous voyez, en fait, ce sont toujours les minorités. Et donc, c'est pas mon désespoir, mais mon grand regret, c'est de voir finalement que ce sont toujours quelques personnes qui essayent d'alerter et que malheureusement la masse, et quand je dis la masse, peu importe l'origine sociale, le niveau d'études, ne réagit pas tant que les principes de base. Justement, est-ce que c'est pas ces gens-là, ces oligarches, comme vous dites, quelque part sans le vouloir, je sais pas, ils jouent pas le jeu justement de réveiller quelque part sans le vouloir, bien sûr, parce que leur intention n'est pas ça du tout, mais par leur action d'un moment de provoquer une crise telle que nous allons pouvoir réagir peut-être, ou est-ce que vous faites appel à des forces transcendantes? Moi, il me semble qu'il y a quelque chose de transcendant derrière tout ça, derrière ce jeu-là, qu'on pourrait voir ça comme une épreuve qui pourrait peut-être déboucher sur... voilà. Excuse-moi, Pierre. Oh, excusez-moi, Pierre. Non, c'est marrant parce que ce dont tu parles, Patrick, c'est ce dont on parlait juste avant de reprendre l'antenne avec Pierre. Quoi ouais, voilà. Donc ça arrive à point nommé, et je dirais... le micro était ouvert. Faut croire. Ouais, j'ai tout entendu. C'est derrière la machine à café, moi. En fait, j'aurais tendance à dire deux choses. Je crois en l'instinct de survie. Je pense que effectivement l'étau se resserre, mais tout être humain, même le plus esclave, il y a quand même à un moment donné un instinct de survie qui dit écoute, arrête de faire le con, tu vas crever si ça continue comme ça. Et donc ces élites qui peu à peu arrivent à parachever leur édifice, l'édifice babélien, à un moment donné, l'homme sent qu'il y a l'esclavage et il est plus pour très longtemps. Je ne sais pas que derrière tout ça, il y aurait une autre force, mais en tout cas que je perçois par moment, qui soit bien au-delà de... qui ferait partie, qui serait en fait l'instinct de survie, c'est une forme d'instinct de vie quelque part. Alors, il y a l'instinct de survie et il y a un deuxième élément que j'ajouterais, mais alors là, je crois, mais là ça n'engage que moi et donc on peut y croire ou pas, je crois que quand même il y a une autorité supérieure au-dessus des hommes. Peut-être pas autorité, mais oui, mais je vois ce que je voulais dire, moi c'est un peu pareil. Voilà. D'énergie, et qui ne peut pas être maître la victoire du mal. Je ne peux pas croire ça. Moi je crois que le mal est... Je sais pas, pour moi le mal, je sais pas, c'est un truc, bon, c'est encore un peu à débattre, mais comme disait dans la conversation avec Dieu, Dieu n'est pas bon. Dieu il l'est. Donc il y aurait pas, il y aurait ce qui est et puis le reste. Disons que Dieu laisse la liberté aux hommes. Les hommes sont libres, donc ils agissent en bien et en mal en fonction de leur conscience. Mais à titre personnel, je suis catholique et je crois fortement que en tant que catholique, mais ça n'engage que moi, je ne peux pas croire que les forces qui s'opposent, les éléments qui se mettent en place depuis des générations arrivent à gagner. Gagner des batailles, oui, la guerre, non. Je ne peux pas y croire. Non, parce que la guerre, pour moi, quelque part, c'est un peu, je m'avance trop peut-être, mais il n'y a pas de guerre réellement, en fait. Quand je dis une guerre, vous savez, la guerre de 14-18, ça c'est la version grossière de la guerre. Il y a des guerres politiques, il y a des guerres économiques, il y a des guerres juridiques, il y a différents types de guerres, il y a des guerres morales, psychologiques. Vous croyez par exemple le principe de l'éducation qui consiste à changer les esprits, c'est une guerre, car quand on maîtrise la tourne d'esprit, quand on maîtrise le langage, on maîtrise la manière de penser. C'est Orwell, plus le langage est pauvre et plus la manière de penser est pauvre. Donc il y a différents types de guerres, mais je crois qu'à un moment donné, et je l'espère fortement, il y aura un arrêt final pour empêcher la réussite d'un principe, et je vais dire, je crois le mot, d'un principe d'essence satanique. Je sais que vous avez failli le prononcer plusieurs fois, ce mot-là. Voilà, mais là je prononce. Je sais pas, moi je suis pas trop versé là-dedans, je sais pas trop, j'en sais rien, il s'agit de croyance, il y a vraiment quelque chose à chacun de nous, quoi. Il y a un peu... Et l'instinct de survie. Énergie, ouais, il y a de l'énergie, quoi, qui va au-delà même de la survie, qui va... Je sais pas, moi je peux pas l'expliquer, parce que moi, comme Laurent, je lui avais déjà dit, je suis guérisseur, magnétiseur, et je sens vraiment une énergie... que j'arrive à me connecter avec, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faciles, parce que après il y a des synchronicités qui arrivent, et cette énergie-là est d'une puissance que moi
je suis loin, encore très loin de percevoir, vous voyez. Bah, c'est ce dont on parlait encore une fois, hein, et je reviens dessus. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Pierre Hillard a mentionné que le nouvel ennemi était la religion musulmane ou les différents peuples musulmans, parce qu'ils étaient encore les seuls à croire à la vie après la mort, d'une certaine manière, et à travers cette vision-là, la matière, tout ce qui a trait au matériel, eh bien, passe en second plan. Et en l'occurrence, il y a un retour d'une forme de spiritualité, et non pas tant de religion. Exactement. Et c'est là où la nuance se fait, et puisque nous avons perdu tous nos repères dans notre civilisation, il y a une demande, parce que à quoi se raccrocher puisque tout a été descendu. Donc de cette soif d'avoir de nouveaux repères, eh bien on en vient à se poser peut-être des questions d'ordre existentiel, auxquelles la science d'une certaine manière vient rejoindre une ancienne vision religieuse du monde. Et dans ce sens-là, peut-être que ce désir que pourrait avoir ce mondialisme d'annihiler toutes sortes de religions, eh bien, viendrait quelque part. Alors, est-ce qu'on peut parler peut-être du New Age comme étant une nouvelle religion? Est-ce qu'on peut parler, justement, à travers ce mondialisme, cette oligarchie, d'un désir de mettre en avant, de se servir, pourquoi pas, eh bien, de ce New Age, de cette vision New Age, pour instaurer peut-être une nouvelle religion? Je sais pas, moi je suis pas assez fort pour répondre à toutes ces grandes questions. Moi je me dis simplement que moi j'essaie petit à petit de voir pourquoi je suis sur cette terre et qu'est-ce que voilà, puis bon, je pense que les événements après, je veux dire, il faut se préparer à des événements certainement très forts, puis trouver sa force en soi-même, je crois. Oui. En faveur du... Quand tout s'écroule autour de nous, ben, on oublie un seul truc où on peut se raccrocher, et c'est nous-mêmes. J'ai une petite remarque à faire. Il y a un film qui est sorti récemment, c'est le film Avatar. Mais justement, je sentais que vous allez le dire, ce film-là, je compte aller le voir demain. Ou après. Alors, le film est extraordinaire d'un point de vue technique, trucage, enfin, effets spéciaux, mais il est terriblement de notre temps, parce qu'en gros, l'histoire, c'est une tribu de grands hommes bleus, etc., qui finalement vivent sur une planète qui est assaillie par des humains pour les richesses, et cette tribu, finalement, elle a un dieu, c'est la nature, et cette nature, c'est un arbre qui donne l'énergie, qui la reprend. Et ça, c'est typiquement New Age, c'est le principe de Gaïa, la déesse nature qu'on retrouve dans les courants New Age, et entre autres qu'on retrouve dans un institut qui est chargé de protéger la nature, et la chose en elle-même, à première vue, est tout à fait excellent, mais en fait c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est le WWF, le World Wide Fund for Nature, qui a été créé en 1961, et qui a été créé par qui? Par Julian Huxley, le frère d'Aldous Huxley. Julian Huxley qui appartenait à ces élites oligarchiques. Julian Huxley, donc créateur du WWF, qui était aussi le premier président de l'UNESCO. Et le premier président du WWF, c'est le premier président du Bilderberg, le prince Bernhard. Donc on voit qu'en fait, derrière cette apparence légitime de protéger la nature, défendre, empêcher la pollution, chose naturelle, normale, en fait se cache une autre philosophie, parce que ces gens-là, s'ils ont mis en place le WWF et tout ce qui va avec, évidemment, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a autre chose, c'est inculquer des principes de la nature, déesse nature, pour remplacer les religions surnaturelles, qu'on soit catholique ou musulman, peu importe. Hein. Voilà, c'est très révélateur de voir les pères fondateurs. Pour la petite histoire, le successeur du prince Bernhard pour le WWF, c'était un Hollandais ou un Anglais, je ne sais plus, qui s'appelait John Loudon, je crois que c'est un Anglais, qui était le patron d'une compagnie pétrolière, la Shell. Bon, là, c'est quand même des choses comme ça qui sont amusantes. Et un autre des présidents, ça a été le mari de la reine d'Angleterre, le prince Philippe, qui a été président de 1980 à 1996, qui lui est un farouche partisan de l'eugénisme et la réduction de la population mondiale. Donc quand on voit ces gens-là, à ce niveau-là, rien n'est gratuit. Hein, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, quoi? Je vais vous dire ce qu'il faut, et c'est ce que j'essaie de faire à mon petit niveau, il faut d'abord connaître la situation. C'est ça qui est terrible. Lorsque je parle de la Pan-Europe, qui en France connaît la Pan-Europe? Ça existe depuis 1922. Qui connaît la Pan-Europe? Qui connaît le prix Charlemagne? Qui connaît le mouvement fédéraliste mondial, qui connaît l'UEF, tout ça s'est écrit en 1947.
c'est ça qui est sidérant. Alors, qui connaît la Round Table, qui connaît Cecil Rhodes, etc. On a un ennemi et on ne connaît pas cet ennemi. Qui connaît, cite cet exemple, cet institut créé en 1952 qui s'appelle Atlantik-Brücke, littéralement point Atlantique, qui est un institut allemand qui a été entre autres créé par un Warburg, Eric Warburg, dont le père s'appelait Max Warburg, celui qui finançait la Pan-Europe. Donc vous voyez déjà les liens. D'accord, mais si on continue avec votre truc, je dis, mais on en arrive à un truc, tout le monde est un ennemi, tout ça. Non, c'est pas une question d'ennemi. Vous proposez d'analyser le problème. Oui, mais attendez, non, il faut procéder par ordre. Il faut d'abord connaître le cadre. Voyez-vous, vous avez une façon de procéder qui n'est pas tout à fait la mienne. Je l'accorde, je la respecte. Mais bon, moi je crois qu'il vaut mieux commencer par se connaître soi-même. Non, oui, attendez, l'un n'empêche pas l'autre. Attendez. Se connaître soi, mais ça c'est normal, c'est dès l'enfance, on connaît ses points forts, ses points faibles. C'est pas que ça, mais il y a nature aussi. Il y a soi et aussi connaître ce qu'il y a autour de soi. Alors, au niveau familial, etc. Puis ensuite, quand on s'intéresse un peu à ce qui se passe dans son pays, dans le monde, connaître les grands acteurs. Et le gros reproche que je fais aux personnes, et surtout avec Internet qui permet quand même de trouver relativement facilement, on a des acteurs clés qui existent depuis des générations, on ne connaît pas leur nom. Et je vais vous citer Atlantik-Brücke. Pourquoi ? Je vais vous donner cet exemple. Atlantik-Brücke, qui est un institut chargé de la coopération entre l'Allemagne, Allemagne, Union Européenne, les États-Unis et Israël, pour des raisons politiques, économiques, etc. Atlantik-Brücke a été jusqu'à l'été 2009 dirigé par Thomas Enders. Et qui... Attendez, je termine la suite. Et Thomas Enders, je vais vous donner la suite. Thomas Enders, c'était jusqu'à l'été 2009 le patron d'Airbus. Donc, pour comprendre tout ce qui est politique aéronautique, il faut savoir que le patron d'Airbus, c'est aussi le patron d'un think tank ultra puissant. Et c'est ça, le gros reproche, c'est qu'on ne connaît pas les grands acteurs. Alors, je ne demande pas de connaître dans le détail, mais de connaître au moins les noms et en gros. Écoutez votre émission, peut-être pas jusqu'au début, mais non, je comprends, mais à un moment donné, moi, je trouve que vous avez une vision un peu qui est bizarre, parce que d'un côté, vous semblez parler de ça, puis vous parlez comme d'un dieu qui serait extérieur à tout ça, quoi, qui serait un peu... vous avez parlé que les gens ils iraient en enfer, mais là... mais non, j'ai pas dit ça. Non, attendez. Vous l'avez dit un petit peu, si. Non, mais attendez, si vous commencez à dire, j'ai dit un peu sans vouloir le dire, c'est les interprétations... C'est catholique des choses. Simplement, attendez, il y a une chose. D'abord, il y a les faits. Le feu brûle. On aime, on n'aime pas, le feu brûle. Point barre. Là, mon but, c'est de passer en revue les acteurs. Qui a fait quoi? Un tel. Il a créé quoi? Un tel. Qui finance? N'oubliez jamais qu'on est sur Terre, que sur Terre, il y a deux choses. L'argent et le sexe. Quand vous enlevez ça, il n'y a quasiment plus rien. Bon. Donc, quand on s'intéresse à des instituts, il faut connaître les pères fondateurs, leur tournure d'esprit, ce qui ne veut pas dire qu'on adhère à leur tournure d'esprit, mais au moins connaître pourquoi ils pensent comme ça et quelles sont les conséquences. Et donc quand on essaie de reconstituer le puzzle, on arrive à comprendre la direction du système. Après on est pour, on est contre, ça c'est autre chose. Mais le gros reproche, je vous dis, que je fais, c'est qu'il y a une ignorance crasse. Une ignorance crasse. Ouais, mais il n'y a pas une ignorance aussi, je veux dire, que d'une vision très matérialiste du monde, de l'histoire et tout ça. Là aussi, il y a plein d'événements qui sont passés, qu'on peut qualifier de parapsychologie, qui ont été mis à la poubelle. Patrick, s'il te plaît, parce que j'aimerais alors, recibler sans cibler, parce que c'est vrai que le sujet est très vaste. Ce que je viens par là... Parce que est-ce qu'on nous a pas déjà déformé l'esprit tout à fait, Patrick. Pierre, en nous fabriquant une histoire où on a zigouillé plein d'événements. Patrick, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent derrière, oui. et pour synthétiser et mettre un point à la discussion, au dialogue... Pierre Hillard, c'est un spécialiste, d'accord, dans son domaine. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Merci. Donc, dans sa spécialité, on a, nous, la chance, en tout cas, de pouvoir l'accueillir pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, on pourrait me dire, à quoi ça sert? Je vais reprendre l'allusion au film Matrix, d'accord? Il y a la pilule bleue, la pilule rouge, d'accord? Dès le moment où on voit le monde tel qu'il est, non pas tel qu'on voudrait le voir, mais tel qu'il est, déjà il nous permet de mieux nous comprendre. Ça c'est un premier point. Deuxième point, dès le moment où on arrive à saisir mieux le monde tel qu'il fonctionne, là on enlève le côté dualiste, comme l'a montré Pierre, je pense, jusqu'à maintenant, c'est extrêmement complexe et tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Et c'est vraiment à l'image de l'être humain en tant que tel, sur justement ce qu'il peut refléter dans cette richesse, cette diversité entre l'ombre et la lumière, avec toute la palette qu'il y a entre les deux. Et de surcroît, dès le moment où on sait où on va,
parce qu'on voit les choses telles qu'elles sont, on est beaucoup plus armé, façon de parler, à tout niveau, j'entends, même spirituel, pour savoir comment peut-être agir vis-à-vis de, je sais pas, ton voisin, ton maire, ton président de la République, puisque on est en France, bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Il s'agit aussi de pouvoir se positionner. Si demain, tout à l'heure, Pierre nous parlait de WWF, il y a des personnes comme toi, peut-être, qui sont très sensibilisées justement par la nature, par les animaux, et qui donnent de l'argent en pensant vraiment très, très bien faire. Mais quand on voit les manipulations qui sont derrière et à quelle fin c'est utilisé, quelle est la validité du don que tu fais? Et c'est dans ce sens-là que c'est important. Alors après, que ça t'intéresse pas, ou chacun en fait ce qu'il veut de l'information en lui-même. Mais en tout cas, cela permet de voir les choses telles qu'elles sont et de mieux savoir qui nous entoure et à qui on a affaire. Au-delà des illusions du monde d'image dans lequel on vit. De voir le fond des choses. Et c'est beaucoup plus facile pour avancer. Alors, ok, c'est sûr que prendre la pilule rouge, me semble-t-il, de voir le monde tel qu'il est, ça peut faire peur, ça peut faire mal de prime abord. Mais c'est une force en soi. Ça nous permet de nous connaître. Et puis j'ai demandé de choisir son camp aussi. Voilà, Patrick. Et je suis désolé, peut-être que tu pourras intervenir par la suite, mais il y a d'autres auditeurs, j'aimerais pas les faire trop attendre. Ça fait presque 20 minutes que j'y suis là. Voilà, merci à toi. Merci, monsieur Hillard, c'est très intéressant. Merci. Donc, voilà. Bonsoir, Patrick. Allez, nous accueillons Martial. Désolé, Martial, bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur Hillard. Bonsoir. On t'écoute, Martial. Monsieur Hillard, est-ce que vous croyez encore à un salut à vision humaine? Et de quelle manière pourrait intervenir un salut éventuellement? Et de quel pays ça pourrait être impulsé, ce salut, s'il y avait un salut? Alors, salut, à vue humaine, humainement tout est cuit. Parce que le système est verrouillé dans tous les secteurs, qu'ils soient au niveau politique, économique, financier et spirituel. Si vous êtes chrétien, catholique, je ne sais pas. Je suis catholique, je confirme. D'accord. Par exemple, au sein de l'Église catholique, les hommes d'église actuels, depuis en gros Vatican II, en fait ça avait commencé bien avant Vatican II, mais les hommes d'église actuels sont acquis au principe mondialiste. L'exemple d'un Benoît XVI qui dans son encyclique vous parle de mettre en place une autorité politique mondiale avec les Nations Unies qui doivent se réformer. J'ai envie de dire, c'est autant demander au diable de se convertir si on est catholique. Et je rappelle pour la petite histoire que le bâtiment des Nations Unies se trouvait sur un terrain qui appartenait au Rockefeller. Donc vous voyez, il y a quelquefois des ironies. Bon, en fait, humainement, tout est cuit. Voilà, ils verrouillent tout. Alors, si vous êtes croyant, il y a la providence, voilà. Mais à titre personnel, j'y crois, mais ça, c'est une opinion purement personnelle et que d'autres personnes n'y croient pas, je comprendrais tout à fait. Donc, en fait, voyez-vous, pour ce genre de sujet, je préfère toujours m'appuyer sur des faits tout à fait, j'allais dire, tangibles. La création de tel institut, telle année, par qui, un tel, etc. Là, qu'on soit croyant, indifférent ou convaincu, au moins la création de tel institut et de telle personne, qu'on soit pour ou contre, au moins il existe. Alors que tout ce qui a trait à la foi, en sachant que je peux avoir affaire à des protestants, à des juifs, des musulmans ou à des catholiques ou des gens indifférents, là c'est la porte ouverte à toutes les discussions. Et donc j'aime pas trop aborder ce sujet parce que c'est la porte ouverte à des discussions infinies. Je préfère rester vraiment au niveau temporel en n'oubliant pas que il y a dans ce milieu temporel un groupe, l'Église catholique, pour l'Europe en tout cas, enfin au niveau mondial, qui joue un rôle. Et actuellement, il joue un rôle énorme en faveur du mondialisme. Ça, il n'y a pas photo. Ça a commencé, je vous dis, dès Jean 23, avec son encyclique Pacem in Terris. Voyez les paragraphes 100 à 138. C'est écrit en toutes lettres. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, Benoît XVI, dans son encyclique de 2009, évoque l'encyclique de Jean 23. Donc on voit que l'Église actuelle joue un rôle qui n'est pas négligeable. Ah oui, pour la petite histoire, car là, c'est un fait bien concret. Je citais tout à l'heure le prix Charlemagne. Le prix Charlemagne qui donc a été donné la première fois en 1950 à Coudenhove, l'ont reçu Giscard, Simone Veil, Bill Clinton, etc. Exceptionnellement pour l'année 2004, vous avez eu 2 prix Charlemagne. Le premier c'est Pat Cox, l'Irlandais Pat Cox, qui était l'ancien président du Parlement européen, normal. Et le deuxième qu'il a reçu, le pape Jean-Paul II. Et ça c'est révélateur. Bill Clinton reçoit ce prix, oui. Simone Veil, oui. Schuman, Monnet, oui. Jean-Paul II, mais normalement il ne devrait pas, puisqu'il appartient à un système qui est à l'opposé, en temps normal, du mondialisme. S'il l'a reçu, c'est que
il a été utile au système. Donc c'est révélateur. Le prix Charlemagne à Jean-Paul II, comme Simone Veil, j'ai envie de dire, il y a... Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Voilà, C'est chercher un truc. Vous savez, c'est la blague. Il y a un humoriste que j'aime beaucoup, c'est Pierre Desproges, qui atteint d'un cancer, faisait cette blague en disant, je vais vous citer 4 mots. Parmi ces 4 mots, il y a un intrus. Trouvez-le. Espoir, métastase, chimiothérapie, Schwarzenberg. Bon, voilà. Ben là, c'est pareil. Jean Monnet, oui. Coudeneuve, oui. Giscard, oui. Jean-Paul II, mais qu'est-ce qu'il fout là? Bah oui. Mais est-ce que vous croyez quand même à un salut éventuellement d'ordre divin dans l'histoire de France? Vous avez cité le plus grand salut d'ordre divin qu'il y a eu, qui est Sainte Jeanne d'Arc. Avez-vous encore cet espoir-là éventuellement? Et de quel pays pourrait venir ce salut-là? Alors, là, c'est un avis purement personnel que je donne et qui donc... Je m'adresse à vous en tant que catholique. En sachant que je ne suis pas pratiquant. Hein, donc, mais je crois que... Bon, humainement tout est cuit, il ne peut avoir qu'un petit coup de pouce divin. On a eu l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc et pour toute personne intellectuellement honnête, quand on étudie sa vie, cette jeune fille de 17 ans qui meurt à l'âge de 19, qui a eu 1 an d'activité, si je puis dire, 1 an de prison, puis ensuite le bûcher, quand on étudie sa vie, on se rend compte que ça n'obéit à aucune loi normale. Elle arrive à libérer le royaume de France. Elle fait la guerre aux Anglais alors qu'elle n'a pas de formation, elle les bat, c'est la fameuse bataille de Patay, P-A-T-A-Y, où elle bat les Anglais qui étaient des hommes de guerre, des professionnels. On se dit, mais attendez, expliquez-moi une jeune fille de 17 ans qui bat des professionnels, mais ça n'obéit aucune logique. Et il y a son fameux jugement, et son jugement est aux archives du Sénat ou de l'Assemblée nationale, je ne sais plus, où donc on a les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne. Elle avait en face d'elle des intellectuels, des théologiens qui auraient pu la coincer sans problème et qui n'ont jamais pu la coincer. Je peux citer ces 3 exemples. Le premier, avant de donner ces exemples, il y a une chose qui est frappante, ces réponses sont toujours faites avec humour, simplicité et logique. Très intéressant. Une des questions d'un des théologiens, je lui dis, Jeanne, tu dis avoir entendu des voix, et il disait ça avec une voix éraillée, mais quel genre d'accent avaient tes voix? Elle a répondu avec humour, ou un accent meilleur que le vôtre. À l'autre question, Jeanne, est-ce que Dieu aime les Anglais? Question difficile, si elle avait dit oui, ben, pourquoi tu les combats? Et si elle avait dit non, ben, Dieu n'a-t-il pas dit d'aimer son prochain? Elle a eu cette réponse tout à fait logique. Oui, Dieu aime les Anglais, mais chez eux. Voilà. Et la troisième question qu'elle a eue, c'est la pire question de théologie, c'est Jeanne, es-tu en état de grâce? Alors ça, avant de donner sa réponse, qui est extraordinaire, l'état de grâce, c'est-à-dire que c'est être en état âme pure, sans péché. Et on ne peut jamais dire qu'on est en état de grâce, parce que même quand on se confesse, on peut oublier par distraction d'avouer un péché, une faute, ou bien ne pas considérer que c'est une faute et alors que c'en est une. Donc on ne peut jamais dire qu'on est en état de grâce. Donc si elle avait dit oui, je suis en état de grâce, c'était théologiquement d'un point de vue catholique faux. Et si elle avait dit non, bah, dans ce cas-là, tu ne peux pas avoir entendu des voix divines. Et donc à la question Jeanne, es-tu en état de grâce? Elle a répondu cette chose extraordinaire, faite d'humour et de simplicité et de logique. Elle a répondu, si je suis en état de grâce, que Dieu m'y garde, mais si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Ah oui, c'est le plus gros mystère de France, hein, Sainte Jeanne d'Arc. Comment c'est là où, même quand on est athée ou indifférent, il n'y a aucune explication logique à une personne qui a roulé dans la farine, des théologiens et des... Voilà, là c'est un mystère. Eh bien, je crois, mais là ça n'engage que moi, à un espoir d'un coup de pouce de la Providence. Comment? Alors là, je serais bien incapable de vous le dire, mais c'est mon seul espoir, je vous dirais. Et dernière question, à titre individuel, en tant que simple kidam, quel est le meilleur moyen de sa vie quotidienne pour lutter à son niveau contre ce système, contre cette oligarchie, contre ces mentalités? C'est l'information, c'est de connaître son ennemi, comme vous dites. Ah, mais connaître, se renseigner, apprendre qui fait quoi. Voilà. Je vais vous citer un exemple. En 2005, les Français et les Hollandais disent non au projet de constitution européenne. Bon. Et le projet a été relancé via le traité de Lisbonne. Eh bien, à l'époque, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Les Français et les Hollandais, le peuple souverain a dit non, et pourtant le projet est relancé. Question, qui est à l'origine de cette relance?
Ben, j'en ai fait un livre, c'est la Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale. Je peux même vous donner la date, c'est le 1er juillet 2005 à Berlin que dans un bureau, les instances de Bertelsmann, en lisant avec d'autres personnes, ont décidé de relancer le projet de Constitution européenne. Et donc parce que j'ai eu cette curiosité de me dire, mais ils ont dit non et pourtant le projet est relancé. Donc, qui le relance? Qui? Et être curieux et savoir qui fait quoi, et s'appuyer toujours à partir de documents officiels pour reconstituer le puzzle et savoir à quelle sauce on va te manger, ou en tout cas le plus tard possible. Voilà. Être curieux et toujours s'appuyer sur des documents officiels et s'intéresser à des bouquins écrits par des gens qui font un travail sérieux. Je pense à Daniel Estulin pour le Bilderberg, à William Engdahl sur l'histoire du pétrole, lisez du Jacques Bainville aussi, il a écrit le chef-d'œuvre Les conséquences politiques de la paix de 1920, où en 1920 il annonce tous les événements qui vont conduire à la Seconde Guerre mondiale. C'est dû à une manière de raisonner, à avoir les faits et à partir des faits à en conclure les conséquences. Extraordinaire. À titre personnel, je crois en Dieu et en Jacques Bainville. Bon. Il y a aussi beaucoup de gens qui Alors, pensent... excuse-moi Martial, je suis désolé, mais il y a d'autres auditeurs et il en reste un peu de temps aussi. Tu pourras rappeler, comme à Patrick, je te le dis par la suite, mais de façon à faire tourner la parole. D'accord, sans aucun problème. Merci à toi. Merci beaucoup, monsieur Hillard. Merci. Et puis, c'était grand plaisir que je suis son émission et que je lis ses bouquins. Ah grand merci, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir Martial, Au revoir. merci. Au revoir. Et nous accueillons Sam. Sam, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est pour dire si une fédération mondiale, ça ne mènerait pas la paix au monde, finalement, c'est pas les saints de Dieu, finalement, qui est une fédération mondiale qui amènerait la paix au monde. Et au sujet de Pétain, j'aimerais dire plusieurs choses. D'abord, c'est que Pétain n'a rien fait envers des juifs, il faut bien le dire. Comme d'ailleurs Pie XII, il n'a envoyé aucune directive envers des juifs dans tous les évêques du monde, d'Europe et tout. Pétain n'a rien envoyé à ses ministres et l'administration française pour qu'ils sauvent des juifs, il faut le dire. Si des juifs ont été plus sauvés en France qu'ailleurs, c'est parce que il y a pas eu le Fonds populaire qui a rendu auprès du peuple populaire, ce qui fait qu'il y a eu une aide de la population plus grande qu'ailleurs en Europe probablement, de la part des prêtres, de la part des certains prêtres qui ont, sans directive aucune, ont aidé des juifs, de la part de policiers qui sans aucune directive ont prévenu des juifs de ce qui se passait et tout quand ils allaient les arrêter, certains gendarmes ont prévenu à l'avance. Il disait on va vous chercher ce soir, alors vous êtes prévenus, enfin bref, pour qu'ils ne soient pas déportés, et ainsi de suite. Donc je veux dire que Pétain n'y est pour rien, et puis ils sont pour rien non plus. Je veux dire quand même à l'échange de Pétain quand même que quand la zone sud a été envahie, il a voulu tenir un discours de la radio qui a été complètement brouillé par les Allemands. Probablement pour protester contre l'invasion de la zone sud. Et autre chose encore, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une invention des pétainistes qui ont inventé le truc, mais il paraît que s'il est pas en Algérie après l'invasion de la zone sud, c'est tout simplement parce qu'il y avait une trousse noire de l'avion. Il avait peur d'aller en avion, et c'est pour ça qu'il ne serait pas allé en avion pour rejoindre l'Afrique. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai entendu dire en tout cas. Alors, évidemment, pour la France, durant l'occupation, évidemment, vous avez eu, c'est tout à leur honneur, des personnes qui ont sauvé des juifs, ce qu'on appelle les justes. Mais il n'empêche que l'homme Pétain n'était pas antisémite. Et entre autres, vous avez eu les Français de confession juive qui avaient fait la guerre de 14-18, qui ont eu souvent, qui ont été protégés par Pétain, qui a vous savez, qui a fait de son mieux pour limiter la casse. Attention, je ne suis pas là pour défendre le régime de Vichy, mais il faut quand même savoir reconnaître qu'il y avait des endroits en Europe, il valait mieux être juif en France, comme je vous dis, qu'en Pologne, parce que même les anciens... Non, mais attendez, les juifs qui étaient protégés par Pétain, je crois que ceux qui étaient... Il y a eu les gens français... Excuse-moi Pierre, je suis désolé, mais tu as demandé une réponse, donc attends la fin des propos. Je vais vous dire une chose, le sujet, vous savez... Je parle de ce sujet-là, en même temps, en sachant que le régime de Vichy, il est mort et enterré depuis 1944. Il vaut mieux parler de sujets qui continuent et depuis des générations jusqu'à aujourd'hui. Mais rapidement, quand même, avec tous les défauts du régime de Vichy, il y en a quand même pas mal, je pense à la rafle du Veldiv, il n'empêche que, dans le degré de malheur, il valait mieux être en France, je vous dis, qu'aux Pays-Bas ou en Pologne. Il y a une chose quand même que je tiens à vous faire remarquer, vous avez cité le pape Pie XII. Le pape Pie XII, il est assez critiqué. Il a ordonné que les juifs soient protégés et qu'ils soient même réfugiés dans des couvents et des monastères. Et je rappelle cette chose. Attendez. Je termine parce que cette information, elle n'est pas tellement connue et ça, je tiens à la donner. Le pape Pie XII, il a tellement
comment dire, il s'est démené. Vous savez, dans ces trucs-là, il vaut mieux l'action que parler. Pour protéger les Juifs à Rome, que le grand rabbin de Rome, qui s'appelait le rabbin Zoli, lui et sa femme, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, se sont convertis au catholicisme, et que le rabbin Zoli est devenu catholique. Il a pris comme prénom le prénom du pape Eugenio, comme prénom de baptême. Et lorsque Pie XII est mort en 1958, il a eu un soutien post-mortem de la part du Premier ministre israélien, une femme de très grande personnalité, Golda Meir, qui a souligné le côté combien positif de Pie XII, qui avait, avec les moyens du bord, limité la casse. Je rappelle une chose, lorsque il y a eu des rafles en France, je pense par exemple pour le Veldiv, jamais le général de Gaulle ne s'est exprimé au micro pour condamner cette action. Jamais. Nous accueillons Jean. Jean, bonsoir. Bonsoir. Jean, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour cette émission passionnante. Je suis pas du tout spécialiste, mais dans la mesure où ça touche la religion, moi je m'intéresse plus au côté spiritualité. Bon, j'ai cru vous entendre dire tout à l'heure que finalement le seul obstacle restant à l'établissement d'un nouvel ordre, on va dire, seul obstacle religieux restant depuis Vatican II serait donc l'islam. Mais bon, que faites-vous en quelques mots quand même des milliards de personnes qui ne sont pas effectivement en Europe occidentale, mais qui sont soit bouddhistes ou autres religions hindouistes qui représentent plusieurs milliards de personnes. Oui, ce sont plutôt des concepts philosophiques, philosophico-religieux. Oui. Ce ne sont pas des religions à l'état, entre guillemets, à l'état pur, style catholicisme ou judaïsme ou islam. Là, c'est plus des concepts philosophiques comme un peu Confucius. C'est plus philosophique, une manière de vivre, une manière de concevoir les choses. Mais je vous dis, en matière religieuse, je vous dis, je resterai prudent parce que je ne veux pas aller trop loin dans ce sens que on a affaire à un auditoire très large, toutes les convictions, athées ou pas, et donc en fait c'est un débat sans fin. Je préfère plutôt m'appesantir sur des sujets temporels, d'instituts créés telle année par un tel, financés par un tel, là, qu'on soit croyant ou pas, au moins tout le monde est d'accord. Voilà. Oui, tout à fait, c'est clair, et voilà. C'est ce qui fait votre force et votre indiscutabilité. En n'oubliant pas que l'aspect spirituel joue un rôle, mais je préfère y aller avec la pointe des pieds et pas très loin. Oui, bien entendu. Enfin, c'est-à-dire que finalement, quelque part, vous dites que chacun, au moins, enfin, en matière de religion, mais spécialement pour celle-ci dont on parle à l'instant, la religion va jouer peut-être à un niveau individuel, quoi, mais n'aura peut-être pas une force dans le monde comme peut avoir le catholicisme. Le catholicisme aujourd'hui, il est complètement délavé. Regardez, quand on voit les réunions des jeunes catholiques, je pense au temps du pape Jean-Paul II, Peace and Love, c'est du Woodstock avec une croix, mais enfin c'est un côté, je veux dire, ça fait pas sérieux, ça fait boîte de nuit, et puis j'ai envie de dire, soyons pratiques, ils se disent catholiques, très bien, est-ce qu'ils obéissent aux préceptes catholiques? Oui, non, bah non, parce que est-ce qu'ils vont à la messe tous les dimanches? Est-ce qu'ils se confessent minimum une fois par an? Est-ce qu'ils communient? Non. Est-ce qu'ils obéissent aux préceptes? 9 cas sur 10, non. Alors ça chante, la gratte, enfin la guitare à la main, mais c'est un côté folklore, voilà. Et puis j'ai envie de dire un peu la vertu du silence. Ça ils l'ont pas. Hein. Voilà. Donc bon. Puis, je vais vous dire une chose. En 1982, Jean-Paul II a reçu les représentants de la trilatérale à Rome, enfin au Vatican. Bon, je suis désolé. À partir du moment où on défend des idées, si on est catholique, on n'invite pas chez soi le loup. Ah oui, tout à fait. Voilà. Mais alors donc, si vous en parlez, ça c'est quelque chose qui est avéré, on peut vérifier quelque part. Ah oui. C'est comme Jean-Paul II qui a embrassé le Coran.
Ah oui. Et je peux vous raconter une anecdote. Je connaissais une personne qui était à l'époque en Irak, et lorsque l'information était révélée que Jean-Paul II avait embrassé le Coran, il me disait tu aurais vu les chrétiens, les quelques chrétiens irakiens qui résistent encore en Irak, étaient absolument accablés, et les musulmans irakiens qui disaient le pape s'est converti à l'islam, le pape s'est converti à l'islam. Voilà. Alors évidemment, vous savez, quand on est catholique, on fait la promo de sa religion, on ne fait pas la promo des autres religions. C'est comme vendre une voiture. Un concessionnaire va faire la promo de sa voiture, de la marque de la voiture, et non pas ça du concurrent. Sinon, bon, il est viré. Voilà. S'il y avait un peu des règles d'entreprise au niveau de l'Église, elles seraient peut-être plus efficaces. Voilà. Hein. Bon, bref. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Excellente continuation. Merci, monsieur. Au revoir, Jean, merci. Bonsoir. Et nous accueillons Patrick au 08 92 23 95 20. Patrick, bonsoir. Bonsoir professeur, bonsoir Laurent. Bonsoir. Voilà, j'avais noté quelques... Je ne suis pas professeur, hein, j'enseigne relations internationales, mais D'accord. je ne suis pas professeur. Voilà, j'étais un petit peu intrigué parce que en fait, j'avais appris ça il n'y a pas très très longtemps, que le financement des campagnes de François Mitterrand avait été orchestré par René Bousquet, qui était en fait un radical de gauche dans les années 30 pour avoir sauvé des gens de la noyade. Et on sait très bien que René Bousquet avait orchestré la Ralph du... Oui. Et voilà, en fait, ma question, c'est comment les socialistes des années 60 jusqu'en 88 ont pu accepter un tel homme pour financer leur campagne. Ah ben, vous savez, que ce soit socialiste ou en face, vous savez, la morale est très élastique. Hein, c'est très satanique, hein, justement, on parlait du satanisme. Disons que il y a des personnes à gauche comme à droite qui sont tout à fait respectables, mais bon, faut faire un tri. Hein, il y a ce côté-là, c'est... Je vais vous dire, ces gens-là ne m'intéressent pas, parce qu'en fait, c'est pas eux qui ont le pouvoir. Voilà, ils m'intéressent pas. Ce sont que des marionnettes plus ou moins consentantes. Vous savez, c'est Danielle Mitterrand, l'épouse de feu président Mitterrand, qui disait qu'un jour, et je crois qu'elle a écrit ça dans un de ses livres, qu'un jour elle avait dit je demande à François de faire telle chose et telle chose, et il m'a répondu on ne peut pas parce qu'en fait je n'ai pas le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est la Banque mondiale, c'est un tel, et bah, ma foi, et oui c'est vrai, et ça malheureusement... oui, mais ce monsieur Bousquet était radical de gauche. Oui, mais bon, radical de gauche, comme moi je suis bouddhiste ou je sais pas quoi. Enfin bon, vous savez, c'est ça, ces gens-là, ils ont des étiquettes. En fait, ils sont... Bousquet était bousquetiste, hein, il était pour lui, point barre. Ce sont des gens qui se parent d'une étiquette. Si elle peut leur rendre service, ben ils s'en servent, et sinon ils changent de camp. Bon, mais enfin, ce qui est quand même invraisemblable, c'est qu'il n'ait pas été condamné. Ah ben vous savez, il y a tellement de gens condamnés aujourd'hui qu'il y a obstruction. Il y a beaucoup de gens à condamner, vous savez. Hein. Et je voulais vous demander si la banque de Chamalières était toujours en fonction pour les billets européens. Aucune idée. D'accord. Je ne peux pas vous répondre. À l'époque du franc, c'est cette banque qui faisait fonctionner la fabrication du papier. C'est possible, mais là, je ne pourrais pas vous répondre. Je l'ignore. Et quand je ne sais pas, je le dis. Et bah écoutez, je vais libérer et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Patrick. Au revoir. Merci. Et nous accueillons Igor. Bonsoir Igor. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Hillard. Bonsoir. J'ai souvent entendu dans l'émission de Paul-Marie Couteau notamment. Radio Courtoisie. Voilà, oui. L'ancien conseiller de Monsieur Chevènement, je crois. Et de Seguin. Philippe Seguin, oui. Moi, il y a une chose que je vous ai entendu dire, et je sais pas, que je pourrais vous objecter. C'est quand vous dites qu'ils ont tout verrouillé, mais c'est plutôt... On assiste plutôt à un redécoupage mondial, plutôt qu'à un verrouillage des anglo-saxons. Un découpage mondial, oui. Alors, quand vous voyez par exemple le Venezuela, l'Équateur, le Chili, le Brésil qui se retire de la Coupe de Washington, qui crée la Banque du Sud. Oui, je vais vous répondre, monsieur. Alors d'abord, quand on dit les anglo-saxons, il faut voir anglo-saxons d'un point de vue apatride. Il ne faut pas voir les défenseurs des bonnes traditions anglaises ou américaines sont apatrides. Ils sont anglo-saxons comme ils pourraient être groenlandais. Enfin bon. Alors, en fait,
pour vous résumer, pour partir d'un point de vue général, avant d'aller au particulier, actuellement, on assiste à la mise en place de blocs continentaux, des unions régionales. L'Union européenne est le prototype le plus avancé. Mais vous avez partout dans le monde des blocs qui se mettent en place. Et par exemple, pour l'Amérique du Sud, vous avez eu, et ça, à ma connaissance, la presse française n'en a pas parlé ou quasiment pas parlé, le 23 mai 2008, vous avez eu la création de l'UNASUR, l'Union des Nations d'Amérique du Sud, avec tous les pays d'Amérique du Sud, à l'exception de la Guyane française, qui est encore un territoire français, avec volonté de créer un parlement sud-américain, une monnaie sud-américaine, une citoyenneté sud-américaine, et Chavez a adopté ce programme. Et c'est un programme qu'on voit fleurir un peu partout. Actuellement, par exemple, vous avez les États du Golfe dans le cadre du GCC, qui est le Conseil de coopération du Golfe, qui a décidé de mettre en place une monnaie commune pour tous les États du Golfe, donc Émirats Arabes Unis, Oman, etc. Le nom de la monnaie n'est pas encore sûr. Certains pensent à une monnaie qui s'appellerait le Khalidji. Bon, 1er janvier 2010, c'est tout frais, lancement d'un bloc économique asiatique entre la Chine et l'ASEAN. Alors évidemment, la Chine pèse très lourd dans le processus. Vous avez en théorie, j'ai bien en théorie pour 2010, cette année, la création d'un bloc nord-américain unifié, États-Unis, Canada, Mexique. Ça a été lancé de la manière la plus officielle possible au mois de mars 2005 au Texas, à Waco, avec le président Bush, côté américain, Paul Martin, côté canadien, et Vicente Fox, côté mexicain. Et c'est dans le cas du PSP, Partenariat pour la sécurité et la prospérité. En théorie, dans le texte, il est dit qu'il y aurait un bloc nord-américain unifié pour 2010, en sachant que le projet peut prendre du retard d'1 an, 2 ans, 3 ans, mais en gros, on sait que ce n'est pas dans 30 ans. Donc on voit des blocs continentaux qui se mettent en place avec un parlement unique, une monnaie unique. Là aussi, il prévoit pour l'Amérique du Nord une monnaie, alors le nom n'est pas encore assuré, certains disent améro, d'autres dollars nord-américains, d'autres une monnaie, peu importe, mais le processus en lui-même est assuré, une monnaie unique. Et ces blocs, ces unions continentales vont former l'architecture de l'État mondial avec une assemblée mondiale, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la PNU, l'Assemblée parlementaire des Nations Unies, voilà, et avec un gouvernement mondial, un impôt mondial, une monnaie mondiale, mais ils vont par étapes. Alors là actuellement ils vont vite, hein, parce qu'on sent qu'il y a une dernière ligne droite, une échéance. Bon, mais ce que je comprends pas, c'est dans votre démonstration, c'est qu'il s'agit souvent de blocs antagoniques. Lesquels par exemple? Si vous prenez les États d'Amérique du Sud qui font partie de la Banque du Sud, ils sont complètement antagoniques avec le bloc nord-américain. Et oui, alors ils n'ont rien à voir avec des pays comme le Costa Rica, qui sont encore sous la coupe de Washington et qui sont touchés de plein fouet par la crise. Alors, les blocs antagonistes, en gros, c'est l'opposition entre ce qu'on appelle les libéraux et les altermondialistes. Voilà, oui. Voilà. Ah bah écoutez, c'est exactement... Les libéraux, à la sauce Rockefeller, c'est la branche mondialiste, État mondialiste pour l'État unifié mondial, version libérale, mais les altermondialistes, c'est la version plus ou moins marxiste vers un État mondial. C'est-à-dire que finalement, c'est comme une pièce de monnaie, c'est l'avers et le revers d'un même objet, c'est-à-dire que ce sont deux branches différentes pour aboutir au même objectif, mais c'est très important qu'il y ait des oppositions, car l'action de l'un oblige l'autre à agir et à contre-réagir, etc. Mais ils poursuivent tous le même objectif, soit par la voie plus ou moins marxisante, soit par la voie plus ou moins libérale. Mais c'est la même finalité. Au même objectif, c'est impossible. Ah, c'est l'État mondial. Encore un troisième bloc, c'est-à-dire la Russie qui a créé une coopération, j'ai plus le nom en tête, avec la Chine, l'Iran. Oui, alors ça c'est le BRIC. En fait, voilà. Vous avez eu la création autour des années 2000 de la CEA, Communauté économique eurasiatique, Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. Et là aussi, c'est un bloc, une union politique économique qui se met en place avec une monnaie qui doit voir le jour, soit cette année, soit l'année prochaine, mais ils font partie du système. Et Poutine, qu'on a toujours présenté comme un opposant au système, n'est en fait qu'un agent du système, mais qui a eu pour objectif d'intégrer la Russie, à mettre au pas des oligarques qui ont pour mission de mettre la Russie aux normes mondiales, intégrer la Russie aux grands courants mondiaux. Et quand on a eu un Medvedev qui vous présente un prototype de pièce mondiale, mais c'est la preuve éclatante de l'engagement des élites russes en faveur d'un État mondial. Et je sais que ça a déçu plus d'un. Beaucoup de personnes n'ont pas compris, mais qu'est-ce qui prend à Medvedev de faire ça? Mais non, il fait partie du système. Simplement, c'est comme les gangs de Washington, de Chicago, d'Al Capone, où il y avait des oppositions, mais c'était les mêmes gens véreux.
Et je vais vous dire une chose, le communisme s'est écroulé en 1989-90. C'est pas parce que le système s'est écroulé que ça y est, les gens véreux, parce que c'était des gens véreux au sein de l'équipe de l'Union soviétique, c'est pas parce que le système s'est écroulé que la Russie s'en est sortie. Imaginez l'Allemagne nazie, le nazisme se casse la gueule en 1945, mais tous les dirigeants nazis restent au sein de la classe politique allemande, mais simplement au lieu de s'appeler nazis, ils rentrent dans le parti SPD pour les socialistes, CDU pour la droite, ben, ils auraient continué à secréter leur venin. Et bien là, c'est exactement pareil. Le communisme s'est écroulé en tant que système, soviet suprême, etc., en 1989-90, mais les gens, les apparatchiks, ils sont toujours restés au pouvoir. Il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme. Et donc, ce sont les mêmes personnes qui continuent à agir en Russie, c'est les mêmes mafias, etc. Simplement, ils ont une présentation, une étiquette politique différente, mais c'est la même vérole. Voilà, excusez-moi de ce langage un peu, mais bon, voilà, c'est... Et oui, puis je vous dis, effrayant. Je vous conseille de lire, je vous dis Anthony Sutton sur comment dire, le soutien de Wall Street aux bolcheviks. Entre autres, la première représentation commerciale soviétique, c'était dès 1919 à New York, dans la rue où se trouvaient toutes les grandes banques américaines, au 120 rue Broadway, pour être précis, de New York. Et en fait, c'était dirigé, qui plus est, par un Allemand qui s'appelait Ludwig Martens, qui était né en Russie. En fait, les élites financières allemandes participaient à la révolution bolchevique. Mais c'est un micmac épouvantable. Il faut, comment dire, avoir le cœur bien accroché pour s'y retrouver et voir tout l'arrière-fond qui est pestilentiel. Et ça n'a pas changé depuis. Au contraire. Au contraire. Autre chose, Igor ? Bon, autrement, ce que j'avais entendu sur le pape Pie XII, c'est confirmé dans le livre de Paul Johnson, une histoire des Juifs, hein, que le pape Pie XII et l'armée italienne ont sauvé la quasi-totalité de la communauté juive d'Italie. Il a limité la casse. Il a limité la casse. Vous savez, moi ce que je vois, c'est que jamais j'ai entendu un Churchill, un Roosevelt et un De Gaulle parler au micro pour condamner la politique antisémite d'Hitler. Bah, De Gaulle était antisémite, hein, c'est dans le livre de Raymond Aron, De Gaulle, Israël et les Juifs. Hein, enfin, d'après ce que je sais, non. Non, enfin... on peut pas dire qu'il les aimait beaucoup. Il a quand même... je dirais pas ça. Il est peut-être, à titre personnel, il a fait... peut-être à l'égard de telle ou telle personne des a priori, enfin des accords, mais quand même, De Gaulle antisémite, non. Mais en ce qui concerne le pape Pie XII, combien de juifs ont été sauvés? Je vous dis, le rabbin Zoli, converti au catholicisme en 44-45, et pour prendre le prénom du pape, qui le sait? Des États anglo-saxons, mais en France, je sais pas, il y a une campagne contre le pape Pie XII. Oui, mais 4-5 ans, là, je sais pas pourquoi. Mais oui, mais on s'amuse pas, enfin on s'amuse pas. On ne dit pas ce qu'a fait le pape Pie XII, et puis surtout, si on s'amusait à dire à la télévision, dans les grands médias, que le grand rabbin de Rome s'est converti au catholicisme en prenant le prénom du pape comme prénom de baptême, je pense que ça ferait quand même réfléchir, parce que le grand rabbin de Rome, le rabbin Zoli, se soit converti, c'est quand même une preuve de l'action positive de Pie XII qui a limité la casse. Vous savez, il ne pouvait pas faire grand-chose, il avait en face de lui un monstre qui se permettait tout. Il a fait avec les moyens du bord. Est-ce que nous, à sa place, on aurait pu faire autant? Je ne sais pas, je ne pense pas. Et même à Vichy, enfin, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y avait plusieurs Vichy, et il y a des gens comme Xavier Valac qui n'ont rien à voir avec un Darquet de Pellepoix, par exemple. Voilà, c'est ça, Vichy, en fait, c'est les mondes de Vichy, avec tous les cas de figure, entre ceux qui résistaient, ceux qui collaboraient, ceux qui ont résisté et collaboré. Je pense à François Mitterrand qui a retourné sa veste, mais ça, c'est une habitude. Voilà, il y a tous les cas de figure. Le régime de Vichy, c'est une des périodes les plus complexes de l'histoire de France, même si c'est très court, mais c'est assez complexe. Voilà, donc... mais attention... Vichy est mort en 1944. Hein. En revanche, ce qui cause le mal aujourd'hui est toujours bien vivant. Donc il vaut mieux peut-être s'intéresser. Parce que j'entendais un auditeur précédent qui parlait de Pétain. Oui.
Ah bah, tout et des côtés négatifs. Mais écoutez, il fallait pas perdre la guerre en 40, malheur aux vaincus. Et puis, quand on voit l'attitude des hommes politiques français dans les années 30, c'est Albert Sarraut qui, en mois de mars 1936, quand la Rhénanie a été remilitarisée par l'Allemagne nazie, par Hitler, qui a dit en mars 36, on ne va quand même pas faire la guerre à 2 mois des élections. Eh bien, c'est lui le criminel, parce que c'était en 36 qu'il fallait faire la peau d'Hitler. Après, c'était trop tard. Voilà. Et sans le maréchal Pétain, il n'y aurait jamais eu de zone libre, parce que jamais Adolf Hitler aura accepté. Il a limité la casse. De la part de quelqu'un d'autre. Il a limité la casse, et si c'était pire, il en a posé en tant que vainqueur de Verdun. Et les Allemands, bon. Mais tout n'est pas rose, loin de là. Mais que voulez-vous, quand on perd la guerre, il faut en subir les conséquences. Malheur aux vaincus. C'est sûr. Mais il n'y aurait ni d'empire d'Afrique, ni de zone libre sans le maréchal Pétain. Les Allemands ont envahi tout. Oui. Et une petite chose, le maréchal Pétain avait prévenu le général Franco qu'Hitler voulait traverser l'Espagne pour contrôler Gibraltar et donc verrouiller la Méditerranée. Il a prévenu Franco qui à Montoire a pu, pas à Montoire, je ne sais plus quel patelin il a rencontré Hitler, a pu, se préparer psychologiquement parce qu'il valait mieux, et pour essayer de dire non, parce que si Hitler avait pu traverser la péninsule ibérique, c'était terminé pour nous. Pétain a prévenu Franco, rien que pour ça, tant mieux. Il faut savoir apprécier. Tout n'est pas noir, c'est un monde complexe et on peut reprocher bien des choses, mais il faut savoir aussi souligner les côtés positifs qui ont permis à l'Allemagne nazie d'être battue. Voilà, il faut savoir apprécier ça. Oui, c'est plus facile d'en parler dans un canal en 2010 que lorsqu'on est occupé et qu'on se dépatouille. Voilà. Merci Igor. Voilà, merci. Au revoir. Bonsoir. Et nous accueillons Mehdi. Mehdi, bonsoir. Oui, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Voilà, je vous appelle en fait moi pour vous parler d'un sujet. Vous avez essayé de l'esquiver toute la soirée, mais vous avez quand même prononcé le mot tout à l'heure. Vous avez parlé de satanisme. Alors d'abord, je voudrais vous dire que ce que vous faites, c'est très intéressant. Moi, je suis qu'un étudiant en histoire, donc je sais c'est la difficulté de parler de tout ça et d'y mêler la religion, parce que moi, je suis musulman pratiquant, croyant pratiquant. Et quand on a affaire à des gens qui ne sont pas forcément croyants, c'est un peu délicat. Oui. Mais vous, donc, je vois bien ce que vous essayez de faire, de pas forcément ramener ça à la religion, mais laisser ça sur le plan plus factuel. Et à mon avis, c'est la solution. Malgré ma jeune expérience, je me rends compte que c'est à mon avis le mieux, en tout cas en France. Et donc c'est aussi plus facile entre croyants. Donc déjà entre un musulman et un catholique, normalement on est frères. À la base, ça c'est pas dit assez souvent, mais bon, normalement on est frères, on devrait tous se considérer comme tels. Donc moi, juste ma question, c'est sur le satanisme. Moi, j'arrive pas à avoir des preuves, mis à part la vidéo que vous avez dit sur Internet, du journaliste qui s'est en fait introduit dans un des rituels, je sais plus exactement de quelle organisation. Le Bohemian Club Voilà, exactement. Exactement. Grove, ouais. Donc je sais pas si vous, en fait, vous aviez des preuves à ce sujet-là. Et puis juste ma deuxième question, je sais pas si... en fait, ça parle de l'État d'Israël, puisque moi je suis en contact avec des juifs antisionistes. Bon, maintenant tout le monde en a entendu parler. Pour eux, c'est une catastrophe ce qui arrive en fait à leur peuple, puisque jamais, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que pour eux c'est une catastrophe. Et nous les jeunes musulmans en France, qui avons dû réapprendre notre religion du début à la fin, puisque nos parents nous ont laissé une religion qui était un peu pourrie par la tradition. Celle qui doit être très décrite aujourd'hui, en fait, c'est le véritable islam. Et en fait, nous aujourd'hui, on se pose la question par rapport à Israël. C'est quand même un grand signe, et c'est aussi un grand signe pour les catholiques. Et voilà, il y a entre Israël et le satanisme, je vous laisse ces deux sujets un peu bruyants, et j'espère que vous pourrez m'apporter des réponses. Alors, en ce qui concerne votre première question, votre première remarque, prouver l'existence de Satan, c'est comme prouver l'existence de Dieu. Bon, c'est un sujet tellement vaste, et puis il faut des connaissances théologiques. Donc je resterai très... Écoutez, je n'irai pas sur ce terrain-là parce que... Ce serait des preuves de leur culte à Satan, en fait. Alors, des preuves, en fait, un peu... il doit y avoir des trucs, il y a des trucs qui se trament, mais je n'ai pas les
les connaissances ou les compétences voulues, et puis peut-être il y a aussi la prudence, parce qu'on ne peut pas tout dire, et puis ça ne changerait pas grand-chose. Concerne Israël, il y a une chose. Effectivement, la création d'Israël, c'est un sioniste à l'origine. Israël est très important dans la construction du mondialisme. Et j'en ai parlé dans dans mon livre, la Fondation Bertelsmann, la gouvernance mondiale. La Fondation Bertelsmann, donc c'est un think tank très puissant qui travaille au service du gouvernement allemand, mais en fait du gouvernement, des instances européennes, mais aussi en liaison avec les think tanks anglais et américains. Et ils ont mis en place il y a 3 domaines de sujets. C'est la construction européenne, le partenariat transatlantique et les relations avec le Proche-Orient. Et Proche-Orient, il y a le monde musulman et Israël. Et dans leurs travaux, et là je ne fais que décrire leurs travaux, ils disent qu'il faut mettre, alors c'est dans le cadre du dialogue germano-juif, le Deutsch-jüdischer Dialog, c'est le terme officiel du travail, c'est de mettre en place ce qu'ils appellent les piliers du judaïsme. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a une communauté juive en Amérique du Nord, une autre en Europe, Israël constitue le 3e pilier, et ces 3 piliers doivent constituer l'architecture d'un bloc uni d'un point de vue politique, économique et militaire. Et c'est là ils disent, mais attention, il y a le monde musulman, et le monde musulman n'est pas acquis à ce genre de construction, donc il faut que ces musulmans changent de mentalité pour être, selon eux, adepte ou en tout cas imprégné d'une tournée d'esprit entre guillemets plus moderne. Et dans le cas de cette fondation Bertelsmann, vous avez ce qu'on appelle les discussions de Kronberg, et tout ça en liaison avec les anglo-saxons, dans le but d'imprégner l'islam de principes occidentaux. Voilà, par exemple, reconnaissance de la société civile, et alors ça c'est l'élément fondamental qui d'ailleurs distingue l'islam du catholicisme, c'est que dans l'islam vous avez une fusion du spirituel et du temporel, alors que dans le catholicisme vous avez une distinction du spirituel et du temporel, depuis la fameuse formule du Christ, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et en gros ce que voudraient ces dirigeants Bertelsmann et consorts, c'est que l'islam adopte cette caractéristique de distinction du spirituel et du temporel. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont réussir? Ça, c'est autre chose. Il y a du boulot, sûrement. Mais enfin, c'est ce qu'ils essaient de mettre en place. D'accord. Mais je voulais juste finir sur ce... Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous pouvez le vérifier. Juste dire, en fait, à tous mes frères catholiques que le nom Haïssa, qui est Jésus dans notre religion, puisque Jésus est aussi mon prophète, le nom Jésus est mentionné 500 fois plus que le nom Mohamed, qui est le dernier de nos prophètes dans le Coran. Donc, voilà, voilà. Jésus, le Christ est reconnu comme personnage historique, c'est vrai, avec quand même la différence de taille, c'est que il est reconnu comme prophète côté musulman, alors que les catholiques le reconnaissent comme Messie, comme le Fils de Dieu. Alors là, c'est là où il y a un petit fossé. C'est en gros la seule différence, quoi. Qui est de taille. Voilà. Qui est de taille. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Voilà, merci. Bonsoir. Au revoir. Et oui, donc beaucoup de questions de la part des auditeurs, et tant mieux, je dirais. Fabrice avec nous. Fabrice, bonsoir. Fabrice, je vais te demander d'éteindre, alors ça doit être Internet vu le délai. S'il te plaît. Bonsoir. Allô. Oui, mais il y a Internet, on en parlait, il y a un certain décalage. Oui, bonsoir Monsieur Hillard. Bonsoir Laurent. Donc je vous remercie énormément de votre émission. Je remercie Pierre Hillard de tout ce qu'il fait, enfin de tout ce qui est dit. C'est très très bien documenté tout ça. Donc moi je m'intéresse depuis à cette gouvernance mondiale, mais j'ai quand même des questions où je me pose, parce que je vois bien entre guillemets ce complot international se tramer, au niveau économique, au niveau militaire, au niveau des ressources, tout ça. On voit bien qu'il y a des enjeux majeurs que les grandes puissances cherchent à s'accaparer, mais j'ai du mal, si vous voyez, à voir un complot d'ensemble. Ne pensez-vous pas que les grandes puissances, entre guillemets, puisqu'on parle de gouvernement mondial, avec une monnaie unique mondiale, tout ça, ne pensez-vous pas que les grandes puissances internationales ne vont pas se laisser, entre guillemets, la part du gâteau, comme ça, entre la Chine, la Russie et les États-Unis? En gros, voyez-vous, vous parliez là, il y a quelques secondes, de la monnaie mondiale, donc qui a été présentée
par le président Medvedev en juillet 2009. À titre d'information, c'est très révélateur, en janvier 1988, il y a 32 ans de ça, la revue financière anglo-saxonne The Economist a parlé d'une monnaie mondiale appelée Phoenix, qui dans le document de The Economist doit voir le jour en 2018. Et la couverture de cette revue, The Economist, montrait le dollar, des billets, dollar, yen et mark en train de brûler, et des cendres et des flammes naissant un oiseau, le phénix, le nom donc donné à cette monnaie mondiale. Et c'est ça qui est frappant, voyez-vous, ça remonte donc à janvier 1988, nous sommes en janvier 2010, il y a 32 ans. Vous avez eu donc l'année dernière Medvedev qui a présenté un prototype de pièce mondiale, et c'est là on se dit quand même, quelle permanence, quelle prévoyance, on voit il y a des choses qui s'annoncent. Et là, quand ils disent 2018, là aussi il ne faut pas prendre la date à la lettre, ça peut être 2020 ou 2025, mais on voit bien qu'on est dans les temps, à peu près. Et en ce qui concerne les États, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, tous les États économiquement développés sont tributaires de ces grands courants financiers oligarchiques, et donc en fait, tous les dirigeants qui sont à la tête de ces États sont acquis au principe qu'il y ait des problèmes dans la répartition du gâteau. Ça oui, qui se tirent dans les pattes, comme des mafieux. Je veux ceci, je veux cela, mais ça reste des mafieux ou des voilà. Donc en fait, il faut pas avoir une vision manichéenne des gentils, des méchants. Non, c'est les mêmes bandes et gangs qui veulent se partager le gâteau, et c'est celui qui aura le plus gros morceau qui peut-être aura le dernier mot. Alors ça sera peut-être le dernier mot le monde russe, peut-être le monde chinois, le monde anglo-saxon. Mais la finalité, c'est que ce sont des gens véreux. Voilà. Voilà, donc bon. Voilà la phrase optimiste pour autre chose, Fabrice. D'accord. C'est pas très... parce qu'on a un petit peu du mal à saisir dans tout ça. On voit bien qu'il y a des enjeux, c'est sûr. Oui, mais je vais vous citer un exemple. À titre d'exemple, la nomination d'Herman Van Rompuy comme président du Conseil européen. Officiellement, vous avez eu un débat entre Sarkozy, Angela Merkel et autres pour savoir si ce serait lui ou pas. Bon, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et ce que la presse française n'a pas révélé, mais ça a été révélé par la presse belge et hollandaise au mois de novembre 2009, vous avez eu, au sud de Bruxelles, à Val-Duchesse, la réunion du Bilderberg, avec à cette haine Étienne d'Avignon, personnage éminemment puissant, et ils ont invité un certain Herman Van Rompuy à passer un oral. En fait, il a passé un examen, et suite à cet oral, eh bien, les dirigeants de Bilderberg ont donné leur feu vert pour qu'il soit donc président, enfin qu'il soit donc à la tête du Conseil européen. Et sachez qu'à côté de Étienne d'Avignon, il y avait l'ancien secrétaire d'État aux affaires américaines, aux affaires étrangères, Henry Kissinger. Donc vous voyez comme le peuple souverain et comme les chefs d'État ont eu leur mot à dire dans cette histoire. Bah non, ils n'ont eu rien à dire. Entre guillemets, mais ils marchent un petit peu tous main dans la main. Oui. Il n'empêche qu'il y ait des rivalités internes. Oligarchie mondiale, quoi. Voilà, qu'il y ait des rivalités internes, mais ça c'est vieux comme le monde, c'est la nature humaine. Mais sur le fond, ils sont bien encadrés. Pensez toujours au jeu d'échecs, les pièces blanches et les pièces noires se tapent dessus, mais ça reste sur l'échiquier. Voilà, bon. Mais ceux qui sont autour, eux, ils peuvent faire deux tours de l'échiquier et s'échanger les pièces, etc. Mais c'est l'oligarchie financière. Tant qu'on n'aura pas... tant qu'on ne tiendra pas en laisse cette oligarchie financière, on ne sera pas libre. D'accord. Voilà, Fabrice. Autre chose? Ok, je vous remercie. Merci à toi. Pour tout ce que vous faites, et puis voilà, merci encore. Merci de votre soutien, merci. Au revoir, Fabrice. Bonsoir. Au revoir. Et nous accueillons Stéphane. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Pierre-Hilard. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Je tiens déjà à vous féliciter, monsieur Pierre-Hilard, parce que bon, vos explications sont complexes, mais pointues. C'est pas toujours facile d'expliquer. J'ai eu la chance de pouvoir vous rencontrer. Vous devez pas vous rappeler de moi. On avait un peu discuté dans une librairie à la Licorne Bleue. L'air. Je vous ai fait. Ça remonte.
signer un des livres que je vous avais acheté. Je vous appelais sur un sujet que vous avez abordé brièvement. C'était sur l'influence en fait des nébrites. Oui. Donc il y a aussi un livre aussi que vous n'avez pas mentionné qui est aussi très très intéressant, qui est malheureusement assez très difficile à trouver, que vous devez connaître, qui s'intitule Mystère et secret du nébrite. Je connais, oui. D'Emmanuel Ratier, qui est aussi effectivement mais que je n'ai pas lu. Un livre aussi important pour comprendre le mécanisme de cette franc-maçonnerie dite juive. Et ce que vous n'avez pas abordé aussi, c'était aussi sur les nébrites, parce que vous avez parlé effectivement de la Seconde Guerre mondiale, mais de la collaboration en fait entre le sionisme et le nazisme, puisque vous devez certainement en avoir entendu parler du texte de Roubly. Alors, je connais certaines choses, mais je les connais sans en avoir les preuves irréfutables. Et dans ce cas-là, je ne m'avance pas. Voyez-vous, je vous ai cité par exemple tout à l'heure les néhybrides, le rôle des néhybrides dans le traité de Versailles. Oui. Là, je l'affirme de manière nette, précise, catégorique. Pourquoi? Parce que je possède la thèse d'origine, enveloppée d'ailleurs dans un papier plastique à bulles pour protéger l'humidité. C'est le document d'origine de 1929, thèse de droit, de Nathan Feinberg. Et là, parce que j'ai ces références, parce qu'à la fin de cette thèse, j'ai la version anglaise et la version française du mémorandum rédigé par une nébrite, et d'ailleurs thèse française, la mémorandum en langue française qui est dans l'annexe 4 ou 5 de mon bouquin Minorité et Régionalisme. Là, parce que j'ai documents officiels, sûrs, précis, carrés, là, je balance. Le reste, oui, je sais qu'il y a des trucs. Est-ce que j'ai la preuve officielle, le document officiel sur certains? Je ne l'ai pas, donc je ne m'avance pas. Je reste prudent, voilà. Vous voyez, il faut toujours avancer de manière assurée. Il est quand même connu, quoi. Enfin, il est connu... oui, mais je ne l'ai pas lu. Il est quand même... et je ne l'ai pas lu, voilà. Vous connaissez certainement... c'était en fait Georges Roubly, qui était en fait responsable des négociations personnelles de Franklin Roosevelt, qui était en fait chargé de la conférence d'Évian. Au 1er février 1939... entre Voltat, qui était un des négociateurs du Troisième Reich, qui lui en fait avait avec Eichmann, puisque Eichmann en fait était parti aussi à Jérusalem donc en Palestine, parce que Jérusalem n'existait pas encore à cette époque-là. Donc en Palestine, et fut invité par les sionistes en 1937. Et on l'a su, puisqu'après, effectivement, ça a été su, puisque en fait au procès de Eichmann, ça a été mentionné qu'il y avait en fait des liens plus que 3 entre les sionistes et les nazis, puisque Adolf Hitler, au début, ce que voulait faire Hitler, c'est tout simplement créer un État juif qui n'était pas en fait en Palestine, mais qui se trouvait, qui voulait être en fait à Madagascar. Et le texte de Roubly, donc de Voltat Open Commons, qui effectivement donne lieu effectivement non pas à des suppositions, mais à des rencontres réelles entre le parti nazi, enfin le Troisième Reich, et effectivement les sionistes. Et ce que je voulais vous poser la question, c'est est-ce que cet accord entre le Troisième Reich, des élus du Troisième Reich et les sionistes, est-ce que les nébrites étaient effectivement en relation, puisque dans le livre de Manuel Ratier, il était bien écrit que les dernières loges maçonniques au Troisième Reich, c'était en fait les nébrites. Et étonnamment, le responsable de l'ASS qui était en fait Himmler avait fermé en fait toutes les loges maçonniques. Et étonnamment, Hitler avait, ça c'est vraiment très peu su, mais Hitler avait demandé en fait à Himmler de restituer les choses qui avaient été prises aux nébrites, puisqu'effectivement il y avait eu des accords, puisqu'il y a eu et ça c'est sûr et certain, il y a eu 60 000 personnes juives qui ont pu
quitter l'Allemagne avec l'accord tacite du Troisième Reich pour immigrer, étonnamment, avec tous leurs biens. Alors, écoutez, là, pour cela, je ne suis pas capable de vous répondre, je ne connais pas. D'accord, c'est pour ça que je vous qu'il y ait des choses peut-être... voilà. Stéphane, allô, Stéphane, j'aimerais qu'il y ait un dialogue. Donc Pierre était en train de parler. Mais là, vous savez, la réponse est courte dans ce sens que je sais qu'il y a des choses qui se sont tramées, mais à l'heure actuelle, je n'ai à titre personnel, je n'ai pas de document officiel me permettant de confirmer. Je reste dubitatif. Peut-être que c'est vrai, peut-être, je ne sais pas. Donc, mais je ne repousse pas vos remarques parce qu'effectivement, qu'il y ait des choses qui se soient préparées. Vous savez, l'histoire, elle pue terriblement. Et donc, quelquefois, il y a des accords entre personnes qui apparemment se tapent dessus. Et puis, voilà. Mais pour des sujets aussi délicats, il faut avancer avec prudence et toujours avec des références. Je vous donne les documents. On peut. Alors c'est en allemand, c'est Autonman. Peut-être hors antenne dans ce cas-là. Voilà. Mais là, pour le moment, voyez-vous, il y a des sujets en plus très délicats. En fait, il faut avancer avec précision. Deutsche Juden, München, Zurich 1977, S 247-251. Et on l'a effectivement, puisque, comme je le répète. Dans le procès de Eichmann, effectivement, il a été non seulement mentionné, mais il n'y a pas eu les juges n'ont pas contredit en fait les dires de Eichmann. D'accord, écoutez, mais je vous dis beaucoup de prudence. Ça, je vous dis ce que j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure. Évoquer certains sujets, oui, du passé, mais quand ces sujets sont c'était le régime de Vichy, terminé en 1944. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé dans le passé et qui se poursuit encore aujourd'hui. Parler de la guerre de la défaite de Waterloo, c'est très bien, mais c'est terminé. Voilà. Sedan, 1870, oui, c'est bien, mais c'est terminé. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les choses du passé qui encore influencent notre vie en 2010. Lorsque je parle des bourses d'études Cecil Rhodes lancées en 1904, eh bien j'en parle parce qu'en 2010 on est toujours en plein dedans. Donc là le passé m'intéresse. Parler des sujets où... oui, mais les nébrites existent toujours. Hein. Oui, d'accord. Parler des nébrites, d'accord, mais parler d'un sujet comme ça, premièrement il me faudrait les documents que je n'ai pas, donc pour le moment je resterai prudent. Et deuxièmement, la guerre se termine en 1945. Bon, les nébrites continuent à exister, mais voilà, je m'intéresse d'abord en priorité à ceux qui concerne notre vie d'aujourd'hui et notre avenir. Après, voilà, il y a tellement de choses en plus. Je voulais vous poser aussi une autre question. Est-ce que vous connaissez en fait la connivence entre la famille Churchill et les Rockefeller? Puisque, on sait que... Alors attends, Stéphane, allô, Stéphane, s'il te plaît, je me permets de te couper. Oui. Tu poses la question et tu enchaînes. Alors, il y a beaucoup de monde avec toi derrière, donc j'aimerais que tu laisses Pierre te répondre. Merci. À titre personnel, je ne connais pas cette accointance. Une chose est sûre, c'est que l'oligarchie... l'aristocratie commerciale britannique est obligatoirement liée à ces gens-là. C'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Voilà. Stéphane. Merci, monsieur Pierre Hillard. Merci. Merci, Laurent. Merci à toi, bonsoir. Stéphane. Au revoir. Et nous accueillons Pierre. Bonsoir, Pierre. Oui, bonsoir, Laurent. Bonsoir, Pierre Hillard. Bonsoir. Pierre Hillard, on s'était déjà rencontrés, en fait, à Brest, au mois d'août, je crois, dernier. On avait fait une petite interview avec Archange. Avec comment? Ah oui, Archange. Oui, exact. Ouais. Exact. Ça vous parle peut-être. Ah bah oui, oui. Je me rappelle du barbecue. Du barbecue, ouais. Voilà, avec ça, c'est bon. Oui, on a fait une petite vidéo d'ailleurs sur Internet qui montre un petit peu ces sujets. Et en fait, je voulais revenir sur un point en particulier. Donc, je sais que vous voulez pas justement trop aborder ces sujets-là, mais. Alors, n'hésite pas à parler plus fort, Pierre. On a du mal à t'entendre. Hein. D'accord, ouais. Donc, c'était par rapport à ce que disait Véler. Il y a un mot qui résonne un petit peu chez moi en ce moment parce que ça me parle beaucoup. C'est le mot satanisme en fait que j'ai entendu. Ah, on en revient. Donc on en revient, donc j'avais envie d'en parler un petit peu, puisque bon, je connais Pierre Hillard, je sais qu'il est catholique, donc moi je suis athée. Par contre, je m'intéresse beaucoup aux religions, spiritualité, etc. Et donc notamment la religion du livre, donc la religion le judaïsme, l'islam et le catholicisme en fait.
Et pour moi, donc, le satanisme est lié bien effectivement donc, à ces religions-là, et pas aux autres. Donc c'est vraiment typique du dualisme et de la religion du livre, en fait. Donc je pense que vous abordez à un moment la question du satanisme et vous dites qu'il y a un problème avec le satanisme. Moi j'avais regardé un petit peu sur Internet, j'ai fait des recherches sur le sujet, notamment sur l'influence des messages sataniques qu'on peut trouver dans les médias, notamment dans les productions américaines, dans les musiques, ces choses-là en fait. Oui. Excusez-moi. Et donc effectivement, j'ai remarqué qu'il y a effectivement une propagande qui est liée même à une influence de Crowley, par exemple, ou d'Anton LaVey, l'église de Thélème, etc. Donc cette propagande-là, c'est vrai qu'on la voit si on cherche bien, et c'est vrai qu'il y a effectivement un problème avec ces messages qui sont passés. Maintenant, ce que je voulais savoir, ce que je me suis dit il y a quelque temps, c'est est-ce que justement je ne peux pas dire les Illuminati, mais le Bohemian Club ou ces groupes-là un petit peu secrets, quoi, les Skull and Bones, etc., ne jouent pas justement sur cette image, n'essaient pas effectivement de transmettre des messages inversés dans les musiques ou des messages vraiment visuels dans les productions pour justement réveiller une certaine peur chez les gens, une sorte de guerre en fin de compte religieuse, de réveiller des sentiments de rivalité religieuse, parce que c'est vrai que quand on regarde l'islam se bat contre le Dajjal et contre Satan, etc. Donc c'est vraiment, et j'ai l'impression que c'est lié un petit peu aussi à ce débat sur l'identité nationale qu'on a en France en ce moment, en Europe, qui excite un petit peu les gens. Et je me demande si justement le fait de promouvoir des notions sataniques comme ça qui sont très dualistes, qui excitent les peuples en fin de compte et qui excitent justement les religions, ce n'est pas un petit peu la même chose que ce débat en Europe sur l'identité nationale qui excite aussi les gens. Et on voit ce qui se passe en Calabre il y a 2 jours. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu moi je crois pas en Satan, je crois pas en Dieu. Enfin c'est-à-dire que je crois dans une sorte d'entité dont moi-même je fais partie, que Pierre Hillard fait partie, on est tous dieux pour moi, donc je sais pas si c'est le panthéisme. Voilà, donc et moi pour moi c'est un petit peu ça, c'est même le chien fait partie de panthéisme, les animaux, les pleurs, enfin tout est Dieu. Et l'univers, voilà. Alors, moi je me ressens plus comme ça, et en fin de compte, Satan pour moi est plus un concept qui est lié à la religion du livre, et qui est un concept de bien et de mal qu'on a en chacun de nous. En fin de compte, le problème pour moi est un problème humain, et j'ai l'impression que ces grosses multinationales, ces grosses centres voilà, les Bilderberg, les machins comme ça, justement, tentent d'exciter un petit peu les peuples comme ça sur ces notions-là. Voilà, c'est ce que je pense là-dessus. Donc je voulais apporter mon point de vue qui n'est pas justement religieux, parce que c'est vrai que je m'intéresse, voilà, un point de vue plus spirituel en tout cas, sur cette question-là. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez en tout cas. Vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire déjà pour tout ce qui a trait enfin, ce qu'on dit surnaturel et satanisme. Je m'avance pas trop parce que le sujet est tellement vaste, et en plus je vous dis on s'adresse à tout type d'auditeurs. C'est bon, oui. Je ne veux pas trop, je vous dis, bien connaître le temporel, voilà, déjà ça, et quand on connaît ça, on peut déjà mieux comprendre certaines choses et les conséquences. C'est peut-être un facteur d'excitation des masses, peut-être des gens, ils essaient d'exciter un petit peu les gens avec ces choses. Une chose est sûre, vous avez la formule que j'ai citée tout à l'heure de Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir. C'est une modernité, voilà, et on vit une époque où effectivement la pauvreté de langage, l'abrutissement, télévision, etc., fait que les gens ne sont pas en mesure de réfléchir d'une manière posée, et non plus les défenses immunitaires psychologiques, intellectuelles, pour voir comment dire, telle action positive ou négative. Donc on les roule, on les berne plus facilement. Voilà, malheureusement. C'est divisé pour me régner un petit peu. C'est ça aussi. C'est un petit peu sur le débat sur l'identité nationale, un petit peu au niveau local, par exemple, nous excite un petit peu avec les minarets, tout ça. Et au niveau plus mondial, en fin de compte, ils essaient de mettre la pagaille dans tout ce qui est religieux, d'exciter un petit peu l'intégrisme dans toutes les religions. Et peut-être que c'est avec ça qu'ils vont pouvoir imposer un nouvel ordre ensuite, parce que ce qu'ils veulent, c'est le chaos, pour imposer un ordre. En fin de compte, c'est sûr. Créer des rivalités entre des religions ou des peuples, ça peut qu'aider à servir leur cause. Voilà. Mais restons quand même dans le domaine du temporel. Voilà. Et je vous dis, le sujet spirituel, c'est un monde à part. Il ne faut pas l'oublier, loin de là. Mais temporel d'abord. Et avec ça, déjà, je crois qu'on peut déjà mieux cerner l'ennemi.
Voilà, ouais, je suis d'accord avec vous, et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien discuter avec vous, puisque vous êtes justement, vous revendiquez aussi votre catholicisme. Ce qui est Très peu, parce que je chante pas sur... je veux dire, vous l'assumez, quoi. Disons que je le dis, mais j'ai pas... Vous n'abordez pas trop ces Disons sujets, mais que vous si on me avez pose la honnêteté question, je me cache pas, mais je vais pas en parler, en faire un sujet de conversation, parce que j'allais dire, tout ce qui a trait au spirituel, c'est une affaire personnelle, et je veux pas m'amuser à enquiquiner, et je veux pas non plus être enquiquiné. Voilà. Justement, essayer de parler avec des musulmans, avec des juifs. Ah oui. Moi, je suis très ouvert avec, même si le complot est quelque chose qui m'a vraiment, depuis 2001, pris beaucoup de temps et m'a emmené dans diverses directions. En fin de compte, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette vision du monde, voilà, un petit peu universelle. On est tous, donc, faut essayer de se communiquer entre athées, entre catholiques, chrétiens, bouddhistes. Et, voilà, essayer de. La courtoisie est une qualité qu'on doit avoir à l'égard de n'importe qui. Ouais, tout à fait. Voilà. Merci à toi, Pierre. Merci Laurent, merci à vous. Merci, bonsoir. Et nous accueillons Gisèle, bonsoir. Bonsoir Gisèle, et éteignez votre radio ou votre ordinateur, internet. Oui, merci à vous. C'est vrai. Voilà. Bonsoir Gisèle. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Je vous découvre, monsieur Pierre Hilard. Je ne connais pas du tout ni vos œuvres, ni même l'orthographe de votre nom. Donc je voudrais faire court pour vous laisser le temps de parler, vous êtes passionnant. Je voudrais connaître, mais peut-être ça par la suite, à la fin de l'émission, vos éditeurs et si on peut vous voir, vous suivre dans certaines conférences, même en province. Alors ma question, on a beaucoup parlé du passé. Je voudrais savoir ce que vous pensez, comment vous pouvez articuler le futur proche ou dans quelques années, avec tous les bouleversements climatiques futurs qu'il risque de nous arriver. Comment est-ce que cet ordre mondial pourrait réagir face à tout ceci? Voilà ma question. Je vous remercie. Alors madame, je vous écoute. D'accord. Alors d'abord pour mes livres, c'est aux éditions François-Xavier de Guibert. Oui. Et sur internet, vous tapez sur mon prénom et mon nom, H-I-2-L-A-R-D. H-I-2-L-A-R-D. C'est comme l'adjectif, mais avec 2 L et un D à la fin. H-I-2-L-A-R-D Pierre. Et donc vous allez sur Amazon et vous aurez mes bouquins, voilà. Sinon, vos conférences. Mes conférences, écoutez, j'en ai sur internet, enfin plus exactement sur Dailymotion. Donc vous tapez là aussi mon prénom, mon nom, et vous aurez des conférences qui ont été faites. J'en ai fait une au mois d'octobre, enfin une qui remonte à 1 an, faites et qui ont été enregistrées. Parce que j'en ai fait plusieurs, mais toutes n'ont pas été enregistrées, mais certaines sont sur Dailymotion. Donc, bien. Et les futurs? Et les futurs, j'en ai une le samedi 30 janvier à Toulouse. Alors, on m'a pas encore donné l'horaire. Je sais c'est un endroit qui s'appelle La Chapelle. Rien à voir avec une église. Je crois que ça s'appelle La Chapelle. À Toulouse, on m'a pas donné l'adresse ni l'horaire. On m'a pas encore prévenu. Donc c'est 30 janvier, mais j'en sais pas plus. Vous voyez, voilà. Et sinon, j'en ai une. À Paris, à Saint-Denis, le 16 janvier, samedi prochain. Oui. C'est parfait. Alors, c'est dans le cadre de l'IEHS, c'est l'Institut d'études, l'IEHS des... Institut d'études. Mais comment je pourrais avoir les renseignements? Alors, en fait, c'est sur Internet, en tapant Pierre Hilard 16 janvier, IEHS, c'est le nom de l'Institut, mais Institut d'études, je ne sais plus quoi. Et là, vous pensez que je trouverai tout ça? Non, c'est affiché sur le site. Entendu. Le lieu, l'horaire, etc. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez dit, pour toute la culture que vous avez. Et je vous laisse et je vous écoute. D'accord. Alors, madame, pour l'aspect climatique, là aussi, ça rentre, cette politique de protection de la nature. Bon, évidemment, contre la pollution, l'eau, l'air, etc. J'allais dire, c'est une vérité de la palisse, tout le monde est contre. Mais en fait, il y a une volonté de vouloir imposer des normes communes à l'échelle planétaire, de transcender les frontières
dans un but apparemment noble de lutter contre la pollution, etc. Et en fait, c'est une manière d'imposer des normes communes qui rentrent dans cette volonté d'abolir les frontières et d'uniformiser les continents. Alors qu'il y ait des règlements climatiques peut-être, mais vous en avez eu à n'importe quelle époque. En 1709, vous avez eu le mini-âge glaciaire où la Seine était gelée et le vin était gelé dans les verres que Louis XIV voulait boire. Donc à toute époque, vous avez eu des règlements climatiques. Il y a eu même une époque aux alentours de l'an 1000 où le Groenland, qui veut dire terre verte, on pouvait y vivre sans problème. Il faisait bien plus chaud qu'aujourd'hui. Et puis là, bon. Qu'il y ait des soucis, par exemple, augmentation de gaz carbonique dans l'air, c'est possible. Mais en fait, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Certains disent qu'en fait, que c'est le Soleil qui produit, qui a une énergie plus que débordante, qui fait que ça changerait le climat sur Terre. Mais en fait, c'est le prétexte pour, je vous dis, conduire à un état mondial, protection de la nature, lutte contre la pollution, dans le but, en fait, d'aboutir à une uniformisation complète, d'abolir les frontières et de confier l'autorité des États à des organismes supranationaux. Voilà, donc, j'allais dire, tout est bon pour ces gens-là. Tout est bon. Donc, ne pas tomber dans ce piège. Voilà. Bon. Mais il faut s'intéresser sur Internet, vous trouverez sûrement... vous trouverez tout court des personnes qui soulignent le côté double jeu. Voilà. Puis je vous dis, ces gens qui pensent à notre bonheur continuellement, j'avoue que je change de trottoir très vite. Ras-le-bol de ces gens-là qui vous parlent de nouvel ordre mondial et puis en même temps de protection de la nature. Bon, ils sont lassants, ces gens. Bon, plus qu'autre chose même. Voilà, madame. Merci beaucoup. Merci, au revoir, madame. Gisèle. Bonsoir. Au revoir.